Donc, bienvenue à tous pour ce webinaire donc de début d'année sur un thème à l'international qui nous était souvent réclamé, la volonté de BCI et bien sûr d'aider les entreprises dans leur développement à l'international. En priorité, on parle d'export, mais tout le monde comprend que l'import est effectivement un point important et l'import et la fiscalité. Donc, ce thème sur l'autoliquidation de TVA à l'import sera animé, comme je le disais à l'instant, par Louis-Marie Savy, juriste au département droit douanier et contribuable et contribution indirecte, pardon, et maître Galichon qui dira également un mot en tant qu'avocat associé. Pour l'instant, donc, vos micros sont coupés parce qu'on avait un effet de Larsen, mais ils vont prendre la parole dans 2 minutes. D'abord, un préambule technique. Ce webinaire, comme d'habitude, est enregistré. Il sera donc visible plus tard sur le site de BCI Info. Pour vos questions nombreuses, la plupart, on va dire plus de 90% d'entre elles ont été retenues, vues et expliquées dans la présentation que nous allons faire. On vous demandera de mettre vos questions, s'il y en avait, dans l'onglet Q et R, comme vous le savez, comme d'habitude. La nouveauté de cette année 2023, c'est que nous avons initié un sondage que je lancerai donc en fin de présentation de Louis-Marie. Voilà. Donc je pense qu'on va commencer. J'aurais dû commencer par quelque chose d'essentiel quand même en ce début d'année. Une très bonne année à tous, nos meilleurs vœux, pleine de succès et de réussite. Et nous allons donc commencer. On va faire une petite présentation rapide ou peut-être un petit mot d'abord d'introduction comme vous le souhaitez. Maître Galichon, si vous voulez ouvrir votre micro. Et ensuite, avec Louis-Marie, pour ne pas créer de latence dans la présentation, je passerai rapidement quelques slides pour présenter à tous les actions du BCI. Donc, je vous laisse la parole, Maître Galichon. Oui, bonjour à tous, merci. Oui, donc l'idée, c'était effectivement, comme vous l'avez exposé en introduction, de répondre dans la mesure du possible à la plupart de vos questions que vous aviez sur cette grande réforme qui est intervenue maintenant depuis un tout petit peu plus d'un an et qui a pu générer beaucoup de questions tout au long de l'année et avant son entrée en vigueur en fin d'année dernière, et d'apporter voilà nos premiers retours d'expérience sur ces questions-là qui peuvent voilà, être source vraiment de questions, peut-être de charges de travail supplémentaires pour certaines de vos équipes, etc. etc. Donc voilà, l'idée, ce sera, dans la mesure du possible, d'être utile et vous permettre d'optimiser le traitement de cette question. Donc en rapide présentation, moi je suis Benoît Galichon, donc je suis avocat associé en fiscal au sein du cabinet FIDAL à Rennes, et je coordonne plus particulièrement toutes les problématiques fiscales internationales. Et donc cette présentation sera assurée conjointement et principalement d'ailleurs par Louis-Marie Savy, qui est juriste douanier au sein du cabinet. Et donc l'idée, c'est que ce couple-là, fiscal-douane, permette de répondre à vos interrogations. Très bien, je vous remercie. Louis-Marie, je pense que vous vous présenterez tout à l'heure, comme vous voulez. Non, On tout à l'heure. commence. Bon, on commence tout de suite. Alors, rapidement, je vais demander à Louis-Marie d'avancer un petit peu sur les slides. La majorité d'entre vous nous connaissez déjà. Donc, on va passer très rapidement sur l'essentiel de nos missions. Je veux bien que vous avanciez. Voilà. Vous connaissez notre organisation. Comme je le disais en préambule, bien sûr, notre but est d'aider les entreprises bretonnes dans leur développement à l'international. On parle plus souvent d'export, mais nous avons aussi la conviction que l'import, évidemment, est important aussi. Donc, c'est pour ça que nous avons souhaité commencer cette année avec cet aspect fiscal de l'importation. Et la deuxième mission est d'aider les projets d'investissement étrangers en Bretagne. Je passe sur les chiffres que vous aurez et que vous verrez par la suite. On passe sur la slide suivante. Voilà, où je redis qu'effectivement, nos prestations des services d'accompagnement et des prestations complètes sur mesure, ça concerne tous les secteurs d'activité, quelle que soit la taille de votre entreprise, et que vous soyez primo-exportateur ou un exportateur aguerri. Sur les différents aspects que l'on va montrer par la suite,
Voilà, donc là, c'est la partie qui représente ce que nous sommes. Donc moi, je vous accompagne basée à Morlaix, dans le Nord Finistère, sur les aspects techniques et réglementaires. Vous verrez tout à l'heure les coordonnées de nos collègues qui sont aussi présentes avec nous et avec moi actuellement, Monia Benraal, BCI Quimper, qui va aussi nous assister au cas où il y ait une défaillance, mais elle est là aussi, comme mes autres collègues qui sont présentes, sur ces aspects conseils individuels, sur mesure en fonction de vos besoins, et les plus, en fait, qu'on vous propose également en stratégie de développement à l'export, les diagnostics export, priorisation de produits marchés, les plans de financement, les aspects financiers qui sont bien sûr essentiels et importants aujourd'hui, les diac TACI, techniques administratives du commerce international, que nous réalisons en face à face dans vos entreprises. Donc un accompagnement métier qui correspond et au profil des personnes que j'ai pu voir qui se sont inscrites à la fois en ADV, à la fois en financement, en comptabilité, en logistique, etc. On passe sur la deuxième slide où vous allez voir, s'il vous plaît, voilà. Les mots-clés, on les laisse pour mémoire, vous aurez le support, mais ce sont les mots-clés de vos métiers et vos domaines de compétences que vous connaissez. Donc, on passe rapidement sur ces aspects, mais sachant qu'évidemment, une exportation réussie va comporter, outre les aspects commerciaux, de nombreux aspects que vous avez vus là. Là, vous voyez nos contacts et du coup coordonnées téléphoniques dans tout le territoire breton. Nous sommes présents en proximité dans vos CCI pour le compte de Bretagne Commerce International. Par la suite, vous avez également le conseil sur les aspects plus sectoriels, qui sont donc des conseils délivrés par nos collègues chargés d'affaires sectoriels, qui sont, eux, basés à BCI siège à Rennes et qui vont élaborer avec vous votre stratégie en phase avec votre secteur d'activité. Et les secteurs d'activité repris qui sont bien entendu pas exhaustifs. On complétera d'ailleurs avec l'agroalimentaire qui est éminemment important en Bretagne. Vous avez cette chaîne qui va depuis votre demande d'information sur un marché jusqu'à ce développement à l'international avec notre nouvel outil dont on vous parlera lors de nos rendez-vous qui s'appelle Suppliers from Bretagne et qui vous permet par une vitrine de montrer vos produits. Voilà. On passe tout de suite également à la carte qui représente nos collègues. Louis-Marie, si vous voulez bien. Là sont les mots-clés qu'on retrouve, donc on passe très rapidement. Et voilà, la slide sur nos collègues chargés d'affaires que vous connaissez selon vos secteurs d'activité. Et moi, je vais disparaître à ce moment, juste pour rappeler à tous, avant de commencer la présentation de Louis-Marie, sa vie, que cette présentation est enregistrée. Elle sera disponible par la suite sur BCI Info. Vous la recevrez également. Et nous vous remercions, si vous avez des questions, de bien vouloir les poser sur l'onglet Q et R. Avec les intervenants, nous avons convenu que nous lirions ces questions à la fin. Donc, nouveauté, nous lancerons à la fin un sondage. Nous vous remercions de votre gentillesse, de bien vouloir y répondre, parce qu'effectivement, pour nous, c'est très important aussi de connaître les thèmes qui vous intéressent pour d'autres webinaires. Voilà, je cède la parole à Louis-Marie. Je vais simplement couper ma caméra. Merci beaucoup Annie. Et excusez-moi pour le petit temps de latence entre le moment où je change le diapo et le moment où ça apparaît de votre côté, il y a un petit delta. Bonjour à toutes et à tous. Je me permets tout d'abord de me présenter mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année, plein de réussite. Et donc du coup, effectivement, en ce début d'année, je me suis dit que ce serait intéressant de proposer aux entreprises cette petite formation sur l'autoliquidation de la TVA à l'importation, notamment parce que beaucoup d'entreprises parmi les vôtres, en fait, vont être amenés à clôturer l'exercice 2022 et donc, du coup, vont être amenés à faire le rapprochement entre, finalement, la TVA qui a été autoliquidée d'un côté sur les déclarations en douane et d'autre part sur le pré-remplissage des CA3. Du coup, voilà. Pour me présenter, du coup, moi, je suis Louis-Marie Savy. Vous avez mes coordonnées qui sont juste là. Pour faire assez simple, en fait, j'ai pas forcément un parcours classique de juriste au sein d'un cabinet d'avocats, puisque moi, je viens du monde de la logistique. J'ai commencé comme commis en douane sur le port de commerce de La Rochelle, donc j'ai mes CACES 135. Voilà, je suis peut-être d'ailleurs la seule personne chez Fidal à avoir ces CACES, mes permis chariot élévateur.
Et comme commis en douane, en fait, mon travail, c'était, comme les commis de cuisine, d'être le coursier et donc, du coup, d'apporter les documents de douane auprès des entreprises, au bureau de douane, auprès des entreprises, bureau de douane, etc. Du coup, je suis devenu juste après déclarant en douane. Donc, déclarant en douane, on dédouanait la marchandise à l'importation et à l'exportation, toujours sur le port de commerce de La Rochelle, et commissionnaire en douane et commissionnaire de transport. Donc, je suis assez familier du fonctionnement des transporteurs, des RDE, des représentants en douane enregistrés, comme on les appelle aujourd'hui. Mais vous verrez que je vais continuer de faire des digressions parce que je suis plutôt vieille France et c'est vrai que commissionnaire en douane, j'aime bien le terme, donc je continue de l'utiliser. Mais c'est la même chose. Donc du coup voilà, et puis ensuite j'ai pris un poste de direction en douane et réglementation chez un distributeur en bière, vin et spiritueux qui est bien représenté en Bretagne, hein, qui s'appelle VNB. Et voilà, et moi du coup à l'année, ça fait maintenant 2 ans que j'ai rejoint l'équipe du cabinet Fidal à Laval, donc je suis en Mayenne, voilà. C'est un peu le paillasson de la Bretagne, mais c'est bien quand même. Et mon objectif, c'est effectivement d'accompagner les entreprises par rapport à leurs problématiques douanières. C'est vrai que l'idée de base, c'était finalement de se raccrocher à la déclaration en douane. Pourquoi? Parce que tout simplement, qu'est-ce qui permet d'autoliquider la TVA? En fait, ça va être inscrit sur la déclaration en douane. Là, vous voyez le sommaire de la petite formation qui va durer du coup 1 heure, une petite heure, et ensuite on aura un quart d'heure pour poser les questions. Et l'objectif, en fait, il va être de partir du postulat du cas pratique applicable jusqu'au 31/12/2021. C'est-à-dire comment ça se passait avant, d'accord? Parce qu'il faut comprendre que finalement, l'autoliquidation de la TVA à l'importation, c'est un aménagement qui était possible pour gagner de la trésorerie, d'accord, qui était prévu et possible avant le 31/12/2021 d'ailleurs. Mais maintenant, c'est devenu le régime de principe. Mais il faut comprendre l'esprit en fait qu'il va y avoir derrière. Donc, à travers cette petite formation, vous allez avoir du coup les principes de l'autoliquidation de la TVA à l'importation. Comment ça va se passer concrètement sur une déclaration en douane? Comment décrypter une déclaration en douane? J'ai vu sur beaucoup de vos commentaires et beaucoup de vos questions que vous m'avez laissées, beaucoup de questions sur comment est-ce qu'on calcule la base TVA. D'accord. Qu'est-ce qui finalement est concerné par ce pré-remplissage? Est-ce qu'on parle de flux intracommunautaire, extracommunautaire, etc. Toutes ces réponses-là, on va essayer d'y répondre. Voilà, on va avoir les nouveautés applicables du coup, donc le principe de l'autoliquidation de la TVA et les changements que ça va avoir au niveau opérationnel, les décalages possibles que vous pouvez rencontrer en fait entre les déclarations en douane d'un côté et de l'autre côté vos CA3 avec le pré-remplissage, les différents outils, parce que nous notre objectif c'est quand même de, enfin voilà, j'ai gardé ça de la logistique, hein, c'est du résultat. Ce qui compte pour moi, c'est le résultat. J'ai horreur des réponses grises, donc on va essayer de vous apporter le maximum de réponses concrètes. Et à la fin, du coup, le petit quart d'heure pour le question-réponse. Voilà. Voilà. N'hésitez pas, en tout cas, tout au fil de la présentation, à intervenir, à poser des questions, voilà, dans le question-réponse de la fin. C'est Voilà. ça, oui, tout à fait. Et Et on je vais les essayer lira. Oui, au fur et à mesure, mais tout à fait. voilà. Merci. Alors, petit cas pratique applicable jusqu'au 31/12. Alors déjà, on va parler de l'importation. C'est une question de vocabulaire, mais pour moi, c'est extrêmement important. Je vais dissocier importation et introduction. D'accord. Une introduction, c'est un flux intracommunautaire qui va avoir pour destination la France. D'accord. Une importation, c'est un flux qui va venir d'un autre État que ceux de l'Union européenne, d'accord, et qui va rentrer dans l'Union européenne pour destination la France. D'accord. Donc, on va parler vraiment d'importation. Un flux qui va venir d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, pour moi, ne va pas, enfin, ça ne va pas être concerné par la formation d'aujourd'hui. D'accord. Ce qui va compter, moi, de mon point de vue, c'est un flux qui va venir du Royaume-Uni. Depuis le Brexit, le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Et donc, quand on a une marchandise qui est livrée, eh bien, on parle bien d'introduction. Et finalement, qu'est-ce que ça va impliquer? Une introduction, une importation. Quand on parle d'importation, on va parler de déclaration en douane, d'accord? Alors, c'est souvent un gros mot, les gens ont peur. Moins on envoie, mieux on se porte. C'est important quand même au niveau douanier d'avoir conscience des risques et de tout ce qui est, de tout l'impact que ça peut avoir derrière, d'accord? Donc, quand on parle d'importation, on parle d'introduction en France d'un bien en provenance d'un pays tiers, d'accord? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, une entrée sur le territoire douanier de l'Union européenne de marchandises originaires ou en provenance d'un État qui n'appartient pas à l'Union européenne. Ce que je dissocie
Moi, ça va être d'une part la mise en libre pratique et d'autre part la mise à la consommation. D'accord? Ces deux, la mise en pratique et la mise à la consommation peuvent être au même endroit, d'accord? Mais ils peuvent également être séparés. Là, on va parler du cas où on va être au même endroit. C'est-à-dire qu'on a une marchandise qui va venir, par exemple, du Canada, et la marchandise va être dédouanée au port du Havre. Et lors du dédouanement, il va y avoir le dépôt d'une déclaration en douane par le représentant en douane, qui est un de vos prestataires. Souvent, c'est le transporteur d'ailleurs. Et ce déclarant en douane va payer les droits de douane et va autoliquider la TVA. D'accord? Avant, il payait physiquement la TVA. La distinction entre les deux, elle est importante. Pourquoi? Parce que jusqu'au 31/12/2021, le RDE, le représentant en douane enregistré, quand il payait les droits de douane et la TVA, c'était le régime de principe, donc il faisait une importation avec un régime 40-00. Vous notez dans un coin de votre tête 40-00, on en reparlera juste après. Eh bien, il vous envoyait une facture avec des droits de douane et de la TVA. D'accord? Et donc, du coup, vous régliez les droits de douane à la TVA qui ensuite étaient déduites sur votre CA3. Pourquoi c'est important? Parce que jusqu'à présent, finalement, vous aviez une facture. Les services comptables avaient une facture. Et donc, du coup, quelque part, quel que soit le montant, eh ben, c'est le RDE qui l'a calculé. Il connaît son métier mieux que moi. C'est à lui de le traiter. Donc, on va déduire cette TVA. Mais on n'a absolument pas vérifié le montant. La difficulté, c'est qu'avec la mise en place de l'autoliquidation de la TVA, il n'y a plus de filtre. Vous n'avez plus de facture de TVA. D'accord? Et donc, du coup, effectivement, vous allez vous interroger sur le montant de la TVA autoliquidée. D'accord? Et l'impact que ça va avoir. Donc, j'avance un tout petit peu sur la suite, mais gardez en tête que, en fait, voilà, vous avez les droits de douane pour la mise en libre pratique, c'est-à-dire l'entrée sur le territoire douanier de l'Union européenne, et la TVA, qui correspond à la mise à la consommation sur le territoire fiscal français. D'accord? Voilà. Et donc, du coup, en importation, on parle de régime 40-00. D'accord? On parlera de 42-00 tout à l'heure, les régimes 42, et c'est spécifique. Mais 40-00, c'est le régime classique. Donc, le principe de l'autoliquidation de la TVA à l'importation. Donc, vous avez eu, alors c'est au niveau technocratique, hein, donc je vais passer très rapidement, mais pour faire simple, vous avez un transfert de compétences de la TVA à l'importation à compter du 1er janvier 2022 entre la Direction générale des douanes et droits indirects d'un côté et la DGFiP, la Direction générale des finances publiques, de l'autre. D'accord? Donc, ce ne sont plus les mêmes personnes, du coup, qui vont collecter. Pour autant, les documents restent les mêmes. D'accord? C'est bien la déclaration en douane à l'importation qui va permettre de déterminer le montant de la TVA autoliquidée. D'accord? Donc, on a une gestion de la TVA à l'importation qui est traduite et qui est calculée sur la déclaration en douane. D'accord? Et donc, du coup, vous avez le paiement et la récupération qui se font automatiquement avec le pré-remplissage. La différence, du coup, si vous suivez avec le diapo juste avant que je vous ai présenté, c'est que avec la mise en place de l'autoliquidation, c'était un souci d'harmonisation au niveau de l'Union européenne, parce que plein d'États dans l'Union européenne l'avaient déjà mise en place. Ça, c'est le premier point. D'autre part, ça présente un vrai avantage de trésorerie. Vous n'avez plus à payer de la TVA, alors quand bien même vous la récupériez derrière, ça faisait quand même un trou dans la trésorerie qui pouvait être importante. Voilà. Quand j'étais chez mon précédent employeur, j'importais du rhum. Et ben, autant vous dire que quand on a un conteneur rempli de rhum et qu'on a 20% de TVA dessus, je peux vous assurer que en termes de trésorerie, ça pèse l'eau. Et donc, du coup, on va avoir la mise en place de l'autoliquidation de la TVA. D'accord? Donc, c'est un vrai avantage. Mais qui dit avantage, du coup, dit des droits et des obligations en face. Ce n'est pas gratuit. D'accord? Ce serait trop simple. Et donc, du coup, on va voir ces obligations et ce que ça implique pour vous concrètement. D'accord? Voilà. Benoît, n'hésite pas à me couper si tu veux compléter. Non, non, il n'y a pas de remarque particulière. Donc, de manière assez concrète, et on va voir ça juste dans le détail, juste après dans la déclaration en douane, mais en fait, il faut comprendre que pour pouvoir faire le lien sur une déclaration en douane, sur votre identité, d'accord, qui vous êtes, et votre CA3, eh bien, il va falloir inscrire votre numéro de TVA sur la déclaration en douane à l'importation. D'accord? Donc,
Sur les systèmes classiques aujourd'hui, delta G, delta X à l'importation, d'accord? C'est le code document 1008, donc que vous allez retrouver juste après dans le case 44. Je vais vous montrer, c'est assez simple. Pourquoi c'est important? Parce que c'est grâce à ce numéro de TVA qu'on va raccrocher votre CA3. D'accord? Si ce numéro de TVA est faux, ou si c'est pas le bon, surtout, c'est ça la difficulté, en fait, c'est quelqu'un d'autre qui va se retrouver avec de la TVA autoliquidée. D'accord? Ce ne sera pas vous. Et somme toute, c'est un détail, sauf que l'importance derrière, elle va être extrêmement concrète et vous n'allez pas le voir tout de suite. Donc, vous comprenez que le numéro de TVA, qui jusqu'à présent était finalement un point qui était informatif pour le douanier, d'accord? Aujourd'hui, il n'est plus informatif, c'est-à-dire que ça va aller plus loin que ça. En réalité, aujourd'hui, le numéro de TVA, ça va être une vraie condition, ça va être un des points centraux, en fait, au niveau de la déclaration en douane, pour autoliquider votre TVA à l'importation. D'accord? Donc, on va revenir dans le détail juste après, hein, mais je voulais vous présenter ces différents éléments. Ça, c'est une diapo que je présente moi quand je fais des audits voilà, d'entreprises qui effectuent des importations et des exportations. Ça, c'est le DAU, donc la déclaration en douane à l'importation, édité par un RDE, et c'est donc les éléments qu'il faut vérifier, corriger, d'accord, et sur lequel il faut être attentif. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut faire ce contrôle-là sur toutes vos déclarations en douane, hein. J'ai absolument pas dit ça. Non, moi, mon objectif, c'est que vous compreniez qu'est-ce que ça va avoir comme impact, d'accord. Quelles vont être les conséquences, en fait, où aller chercher l'information, d'accord. Comme ça, tel quel, c'est un peu du chinois, mais en fait, vous allez voir qu'assez vite, on va rentrer dans le détail. D'une part, on va avoir en case 2, vous voyez, l'expéditeur. Alors, sachez pour votre culture que l'expéditeur, donc on va parler du fournisseur canadien, par exemple, ou du fournisseur chinois, il faut savoir que cette case-là n'est pas obligatoire dans le système informatique douanier. D'accord? C'est même pas qu'elle n'est pas obligatoire, c'est que le douanier, lui, de son côté, quand il édite un DAU, il ne la voit même pas. D'accord? Pourquoi? Parce que finalement, il ne pourra jamais taper sur le fournisseur chinois ou sur le fournisseur canadien. C'est aussi simple que ça. En réalité, qui est-ce qui va être considéré comme responsable au moment de l'importation au niveau douanier? Ça va être le destinataire importateur. D'accord? Et cet importateur, il est désigné avec son numéro EORI. Alors, je ne sais pas si c'est un numéro que vous avez déjà entendu. Le numéro EORI, pour les sociétés françaises, c'est le numéro de SIRET, d'accord, aujourd'hui, avec FR devant. Donc ça va bientôt changer, hein. Fin 2023, je crois, ou 2024, bref, dans un an environ, ça va être remplacé par le numéro de sirène, d'accord, ce qui est beaucoup plus intelligent, parce qu'en réalité, le numéro de SIRET, la difficulté, c'est que du coup, la clé fait que vous en avez un par établissement, d'accord, un par adresse. Et du coup, beaucoup de sociétés ont créé beaucoup plus de numéros EORI que ce dont elles ont besoin en réalité, d'accord. Et pour rappel, la règle, c'est une personnalité morale, un numéro EORI. Bon, voilà. Donc là, vous êtes désigné, vous, comme destinataire, importateur, avec un numéro EORI, d'accord. Donc ça, c'est la case 8. Du coup, vous allez retrouver, c'est la deuxième case en partant du haut. Ensuite, vous allez retrouver les triptyques douaniers, valeur, origine, espèce. Je ne vais pas m'étendre là-dessus. Ce n'est pas l'objet du jour. Néanmoins, on est en mesure, bien évidemment, de vous accompagner sur cette partie-là si vous avez des besoins. En point numéro 6, on a le numéro de TVA de l'importateur. D'accord ? Vous voyez mon 1008 avec numéro de TVA français. Pourquoi c'est important? Parce qu'il faut comprendre que quand vous récupérez une déclaration en douane à l'importation, vous avez un contrôle de validité pour le numéro EORI. D'accord? Vous avez un contrôle de validité également pour le numéro de TVA français. D'accord? Par contre, vous n'avez pas de contrôle au niveau de la cohérence entre les deux. Je vais le traduire de manière un peu plus simple, et ça va vous paraître complètement absurde, mais c'est vrai aujourd'hui à date dans le système informatique. C'est-à-dire que vous pouvez tout à fait avoir un importateur de pneus de Chine, donc en case 8 comme destinataire, comme importateur, d'accord? Ok, ça pose pas de difficulté. Et vous pouvez avoir du coup en case 44, le 1008, vous pouvez tout à fait avoir le numéro de TVA d'un ostréiculteur en Charente-Maritime. Et donc, du coup, l'importateur de pneus chinois va se retrouver avec une CA3 quasiment vide, d'accord, la bulle, parce qu'en fait, il n'y aura pas de TVA autoliquidée.
Par contre, l'ostréiculteur en Charente-Maritime, quand il va voir le pré-remplissage de sa CA3, il va sauter au plafond. D'accord? C'est des cas extrêmement concrets, ça peut paraître un peu absurde quand je vous le dis comme ça, mais il faut bien comprendre que c'est des cas vérifiés, véridiques. D'accord? Voilà. En réalité, une erreur sur un numéro de TVA, si le numéro de TVA est faux, s'il n'existe pas, ça ne pose pas de difficulté parce que ça tombera en anomalie, en carafe. Le système informatique, au moment où le déclarant va dédouaner sa marchandise, le système informatique va lui envoyer un message comme quoi il a fait une erreur et comme quoi ça n'existe pas. Sauf que si le numéro de TVA il existe, ça marche et personne ne le voit. Si vous ne le contrôlez pas, personne ne le fera. D'accord? Donc, ce point-là est, de mon point de vue, important, parce que du coup, c'est ça qui va permettre de raccrocher finalement un importateur et un numéro de TVA. Donc, ces deux points-là, pour moi, pour l'autoliquidation de la TVA, les 3 points à contrôler, c'est le destinataire importateur, d'une part. D'autre part, le numéro de TVA de l'importateur. Troisième point, le montant de la TVA autoliquidée. OK? Voilà. Je suppose qu'il y aura quand même un petit peu de questions sur cette partie-là juste après. Voilà, à ce moment-là, je reviendrai sur cette diapo. Deuxième élément, pour toutes les personnes qui ont posé des questions, notamment sur la base, comment est-ce qu'on calcule de la TVA? Ça vient tout de suite. D'accord? Donc, c'est parti. Comment ça se passe? En fait, je ne peux pas calculer de la TVA sans calculer des droits de douane. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a une valeur de marchandise FOB, là, dans le cas d'espèce. D'accord? Donc, FOB, je rappelle, c'est Free on Board. D'accord? Donc, la marchandise est chargée à bord du porte-conteneur, par exemple, dans un conteneur, au port de Shanghai. Là, en l'occurrence, c'est au port de Shanghai. Donc, FOB Shanghai. D'ailleurs, c'est pas bien, j'ai juste mis FOB, j'aurais dû mettre FOB Shanghai. Excusez-moi, je vais me faire taper sur les doigts. Deuxième point, on va avoir des éléments, le déclarant va rentrer des éléments avec les frais de transport hors Union européenne. Vous les voyez en bas à gauche du DAU, d'accord? Donc, 216 $. Vous allez avoir les frais de transport intérieur, vous allez avoir les frais d'assurance. OK? Eh bien, on va faire le calcul et on va calculer finalement deux bases. Une base pour les droits de douane et une base pour la TVA. OK? La base pour les droits de douane et la base pour la TVA n'est pas la même. C'est important de comprendre ça. C'est-à-dire que les droits de douane sont calculés sur la valeur en douane comme base de calcul des droits de douane. Concrètement, c'est la valeur transactionnelle auquel on va ajouter et enlever des choses. Je vais vous la faire très simple parce que voilà. C'est la valeur de la marchandise rendue au premier point d'entrée dans l'Union européenne. D'accord? Avec tout ce qu'il y a derrière. Ça veut dire que si vous faites une importation de stylo de Chine, d'accord, le droit de douane sur la valeur de ce stylo, il sera calculé sur la base de la valeur de ce stylo rendu au port du Havre, avec la R&D qui aura été faite, par exemple, en Chine. D'accord. Et donc, du coup, ce sera l'ensemble de la valeur de la marchandise rendue au premier point d'entrée dans l'Union européenne. Marchandise non déchargée du bateau. Hein. D'accord. Donc, ça, c'est le premier point. Donc, pour calculer mon droit de douane, je fais 8 837,50 €, auquel j'ajoute 216 $ que je convertis en euros. Je n'ai pas la devise du mois, on pourra parler des devises juste après, mais voilà. Plus 32 €, mes 32 € correspondant à mon assurance. D'accord? Ce qui me donne en base 9 068 €. D'accord? Et donc là-dessus, je vais calculer 12%, donc 1088 €, pardon, de droits de douane à payer sur cette valeur de marchandise. D'accord? Donc là, on a calculé les droits de douane. Alors vous allez me dire, c'est ridicule. Moi, je viens là pour qu'on parle de la TVA à l'importation. Je ne comprends pas ce qu'on me raconte. En fait, vous allez voir que c'est assez simple. En fait, on a de la TVA sur les droits de douane. Donc, vous ne pouvez pas calculer une TVA, une base TVA, sans avoir le montant des droits de douane. Et ça, c'est compliqué parce qu'en général, les droits de douane, vous ne l'avez pas dans la compta. D'accord? Et c'est toute la difficulté. Tout à l'heure, je vous disais que vous aviez avant une facture de droits de douane et de TVA. Donc, vous étiez content. La compta était contente parce qu'elle avait son papier avec sa facture. Là, aujourd'hui, il n'y a plus de facture.
Donc, c'est cette déclaration en douane qui va faire foi. D'accord? Et donc, pour calculer la TVA, en l'occurrence, je vais prendre la base de calcul, donc la valeur de mon stylo rendu au premier point d'entrée dans l'Union européenne, d'accord, auquel je vais ajouter les frais de transport intérieur et les droits de douane. Et là, je vais avoir ma base, donc 10 178 € pour le calcul de ma TVA. Donc, en montant de TVA autoliquidé, je vais être à 2036 €. D'accord? Donc, il faut comprendre que jusqu'à présent, les entreprises, beaucoup d'entreprises, quand on leur disait autoliquider une TVA, une facture, en fait, elles avaient l'habitude de faire une autoliquidation, une facture, par exemple, qui vient d'Allemagne, qui vient d'Italie, qui vient d'Espagne. Donc, j'ai la valeur de ma facture, je prends la valeur de ma facture, donc elle vaut, j'ai 100 000 € de facture, sur ma facture, 100 000 €, tout rond, donc du coup, je vais avoir 20 000 € de TVA. J'autoliquide, je rentre, je déduis, terminé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous autoliquidez une TVA sur une marchandise qui vient d'un pays tiers, ça ne marche pas. Ça ne marche pas parce qu'il faut prendre en compte l'ensemble des frais de transport, d'accord? Il faut prendre en compte la R&D s'il y en a eu en dehors de l'Union européenne. Il faut prendre en compte la valeur de l'assurance du transport. Il faut prendre en compte également le montant des droits de douane. Et ça, c'est des éléments que vous n'avez pas forcément dans votre compta. D'accord? Et si vous n'avez pas ces éléments dans votre compta, vous allez être obligé de vous fier à ce document. C'est cette déclaration en douane à l'importation qui va vous dire le montant de TVA autoliquidé. D'accord? Voilà. Je parle beaucoup, je suis désolé. En plus, vous ne pouvez pas me couper. Merci, merci. Et, Oui, non, non, je pense qu'il y aura des questions effectivement à la suite. Vous avez raison de soulever ce point et on pourra en parler bien sûr après individuellement avec les entreprises qui voudront bien nous appeler ou vous appeler. La notion de droit de douane est évidemment une notion que les personnes de l'administratif des ventes, donc les ADV, connaissent bien, mais ça n'est pas forcément le cas des personnes qui sont en comptabilité. Si vous avez des questions, mais ce n'est pas le sujet, comment on trouve et comment on connaît ce montant des droits de douane? Bien sûr, on pourra vous l'expliquer. Il y a des bases, et de la douane et de la Commission européenne très utiles pour cela. merci Annie. Donc je continue d'avancer, mais effectivement, on pourra revenir sur ce point-là tout à l'heure si vous avez besoin de creuser plus en avant. Voilà, j'ai parlé du calcul des droits de douane de la TVA, j'ai parlé du fait qu'il n'y avait pas de contrôle du numéro de TVA et de cohérence entre le numéro de TVA et le ERI. On avance. Donc finalement, les nouveautés, bon, qui sont plus si nouvelles que ça en réalité, vous avez compris que du coup ça fait 1 an, mais l'impact que ça va avoir pour vous. J'avais un peu avancé tout à l'heure effectivement sur ce contrôle entre le numéro ERI et ce numéro de TVA, mais ça va avoir un impact important. Et notamment, et donc du coup on va en parler plus en avant, moi je vais parler des expressistes. D'accord? Les expressistes, c'est les transporteurs de petits colis. Ok? Pourquoi c'est important? Pourquoi? Parce que finalement, en fait, un expressiste, lui, son travail, c'est le transport. Sa marge, c'est le transport. La douane, c'est un mal nécessaire. Au mieux. D'accord? Ce qui implique quoi? Ce qui implique que concrètement, on va se retrouver avec des situations où les expressistes pour le coup, vont vouloir faire de la quantité et non pas de la qualité. Et c'est là où vous allez rencontrer des difficultés pour récupérer les déclarations, pour justifier les montants, tant pour la partie archivage que pour la partie calcul, vous allez avoir du mal à repointer et à retrouver, entre guillemets, vos petits. C'est un dossier qui est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça sur mon bureau, hein, qui a environ 2 mois. Je vais vous raconter juste l'anecdote et vous allez comprendre en fait ce qu'il en retourne. En réalité, je me suis retrouvé avec une entreprise du coup qui m'appelle et qui me dit bah voilà Monsieur Savy, on a une difficulté. On a un montant sur notre numéro de TVA autoliquidé et on a du mal à l'expliquer. Qu'est-ce qui s'était passé? En réalité, on avait un des collaborateurs de la société qui avait acheté à titre perso, d'accord, une montre, en l'occurrence, sur Amazon. Donc, il achète une montre sur Amazon, seulement petite particularité, pour faire plus simple, et puis parce qu'il travaille beaucoup, plutôt que de la faire livrer en fait chez lui, d'accord, il se les fait livrer sur son lieu de travail.
D'accord? Donc, partant de ce postulat, ce qui se passe, c'est que en fait, l'autoliquidation de la TVA, elle est vraie que pour les entreprises qui peuvent autoliquider la TVA derrière. Pour les particuliers, eux doivent toujours, dès le premier euro, hein, payer la TVA lors de l'importation de la marchandise. D'accord? Là, en l'occurrence, l'expressiste, que je ne pourrais pas citer, a rencontré une difficulté, c'est-à-dire que la marchandise est arrivée à Roissy-Charles de Gaulle et il n'avait pas de numéro de TVA. Et c'est vrai que ça peut être un peu lourd, un peu fort, voilà, de faire une facture de TVA, d'attendre d'être payé du montant de la TVA et ensuite livrer la montre. Il y a une solution qui est beaucoup plus simple qui existe en réalité. En réalité, on voit que le collaborateur s'est fait livrer la marchandise sur son lieu de travail. La société Tartampion, d'accord? Voilà. Domicilié à Rennes. Eh bien, c'est assez simple. On va récupérer son numéro de TVA en ligne et on va mettre son numéro de TVA sur la déclaration en douane à l'importation. Concrètement, le mois d'après, la société s'est retrouvée à autoliquider de la TVA sur la valeur d'une montre achetée à titre perso pour un des collaborateurs de la société. Mais il avait fait livrer la montre sur son lieu de travail. Vous comprenez qu'en fait, il y a des vraies difficultés en fait, avec ce numéro de TVA. Ça pose plein de petits soucis. Et là, en l'occurrence, c'est un bon exemple. C'est-à-dire que, en fait, si on n'a pas envie de s'embêter, on rentre n'importe quel numéro de TVA, notre déclaration en douane, elle passe. Par contre, effectivement, que ce soit en moins ou en plus, ça va poser des difficultés. Et là, en l'occurrence, c'est typiquement le type de situation où ça rip, où il y a des frottements. D'accord? Voilà. Donc, je vous ai indiqué sur la diapo juste après, la nouvelle CA3, je dis nouvelle toujours, mais en fait applicable depuis janvier de l'année dernière, avec le pré-remplissage intégral depuis 2022. Et vous voyez qu'en fait, vous allez avoir des éléments pré-remplis également sur 2023 qui vont compter. Voilà. Mais bon, c'est des régimes pétroliers, régimes suspensifs particuliers. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, c'est des cas, à mon sens, un peu trop spécifiques. Par contre, la diapo d'après, et ça va peut-être vous intéresser, on a fait un tableau de correspondance, d'accord? Puisque les anciennes cases et les nouvelles cases. Et finalement, voilà. Alors, peut-être qu'il intervient un peu tardivement, mais au moins vous pourrez regarder et vérifier une certaine cohérence. Voilà. Effectivement, et je pense que les personnes de la comptabilité maîtrisent parfaitement ces champs. Je pense, après, Oui. il y a toujours... enfin, voilà, c'est toujours bon de se remettre en question. Voilà, sachez que je le mets là. C'est parfait, oui. Merci. Donc, les décalages possibles entre les déclarations en douane et les déclarations fiscales. En effet, beaucoup d'entreprises m'ont soulevé la difficulté suivante, c'est-à-dire qu'on rencontre de grosses difficultés pour faire le rapprochement. D'accord? On rencontre de grosses difficultés pour savoir d'où vient ce pré-remplissage finalement. On va parler juste après des outils, mais moi je vais vous parler dès le départ en fait de la difficulté en fait que ça soulève, d'accord? Et comment est-ce qu'on peut améliorer les choses? Ça va découler ensuite, mais voilà. En fait, le premier souci, ça va être la temporalité. C'est-à-dire que la marchandise en tant que telle, elle va rentrer physiquement. Il faut voir le crayon, si vous voulez, dans la boîte avec tous les crayons, qui est lui-même sur la palette, qui est dans le conteneur, qui arrive physiquement au port du Havre. D'accord? Ce point-là, il est important. C'est-à-dire que c'est la déclaration en douane, d'accord, avec donc le document administratif unique que je vous ai montré tout à l'heure, avec le BAE, le bon à enlever, qui vont suivre le flux physique de la marchandise. D'accord? Je reviens à la base que je vous ai fait tout à l'heure, que je vous ai décrite tout à l'heure. Avant, vous pouviez recevoir 30 jours plus tard la facture du RDE avec les droits de douane, la TVA. Voilà, vous le faisiez sur l'exercice qui suivait, ça se passait très bien. La difficulté, c'est que là, vu que vous autoliquidez la TVA, et que c'est un régime de principe en plus, c'est même pas un choix, la difficulté que ça soulève, c'est que du coup, vous allez vous retrouver avec vous n'avez plus à avoir finalement d'intermédiaire comme le RDE. D'accord?
C'est le RDE jusqu'à présent qui payait la TVA. Donc c'est lui qui s'acquittait de la taxe, et ensuite vous gériez. Et donc du coup, il y avait une phase tampon. Aujourd'hui, là, vous avez un flux physique de marchandises à un instant T. D'accord? Et une marchandise qui arrive le 28, le 29 du mois, il peut y avoir un décalage entre le moment où la marchandise passe avec le flux physique et d'autre part, le moment où vous avez la facture. OK? Donc ce décalage entre les deux, ce battement entre les deux, il est source de beaucoup de soucis pour les services comptables. D'accord? Pourquoi? Parce qu'en fait, ce flux physique, en fait, très souvent, les services comptables vont réfléchir par période, ils vont réfléchir par exercice, comme les fiscalistes. Ce que je comprends, hein, je ne casse pas du sucre sur mon cher Benoît, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, en fait, vous ne pouvez pas, vous allez devoir, en tant que service comptable, et je sais que vous n'avez pas que ça à faire, je sais que vous avez beaucoup de difficultés au jour le jour et beaucoup de travail, mais il va falloir se raccrocher au flux physique de la marchandise. Mettre en place en interne des process, d'accord, pour raccrocher les wagons avec le flux physique de marchandises. D'accord? Donc ça, c'est le premier point en fait qui va justifier en fait ces discordances. C'est-à-dire que quand vous avez des flux physiques et que la compta n'est pas au courant, eh ben vous allez avoir personne ne va se croiser, quoi. D'accord? Ça, c'est le premier point. Quand vous avez un flux physique, mais que la facturation, finalement, elle va intervenir 3 mois plus tard. D'accord? Pareil. Il va falloir raccrocher et retrouver ses petits. D'accord? Ce qui va être compliqué. Et troisième point, quand vous avez un flux de petits colis, d'accord? Donc, typiquement, au hasard, un acheteur qui va se faire livrer des échantillons. OK? Cet acheteur se fait livrer des échantillons en direct de Chine parce qu'il fait du sourcing pour des nouvelles marchandises. Et bah, la marchandise, elle va être dédouanée lors de l'importation à Roissy, par exemple, si c'est des petits colis et que c'est transporté par avion. Et à ce moment-là, eh bien, vous allez avoir, vous, de la TVA que vous n'allez pas pouvoir justifier parce qu'en fait, c'est des échantillons envoyés à titre gratuit et puis vous n'avez pas de facture en face. Donc, je sais que c'est compliqué, mais en fait, voilà, premier sujet, en fait, pour les services comptables, ça va être la temporalité. Vous avez un flux physique, vous avez un flux de facturation. Quand les deux ne sont pas le même mois, bah, faut retrouver nos petits. D'accord? Ça, c'est le premier point. Deuxième point, la récupération des DAU à l'importation. D'accord? Donc, plus vous allez avoir de flux physiques, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que finalement, les RDE, pour la majorité maintenant, ont leur service de dédouanement. D'accord? Donc, le RDE dédouane lui-même la marchandise. Ou alors, il va la sous-traiter. Dans la majorité des cas, il la dédouane lui-même. Est-ce que vous savez quelles sont les exigences de rentabilité d'une déclaration en douane à l'importation ou à l'exportation? C'est une question rhétorique parce que vous ne pouvez pas me répondre, je viens de réaliser, mais Non. En gros, une déclaration en douane à l'export, vous êtes sur une obligation de rentabilité pour le déclarant en douane de 7 minutes par déclaration. D'accord? Et c'est 10 minutes pour une déclaration en douane à l'importation. Avec tous les impacts qu'il y a derrière. Voilà. Alors, tous ne fonctionnent pas là-dessus, mais en gros, les plus gros ont des objectifs de rentabilité par déclarant. Et les déclarants, c'est une déclaration toutes les 10 minutes à l'importation. Ça veut dire qu'en 1 heure, 60 minutes, le déclarant, il doit faire 6 déclarations en douane à l'importation. OK? Donc, ça, c'est le premier point. C'est-à-dire que, effectivement, ça présage aussi de la qualité de la déclaration en douane. On va revenir là-dessus juste après. Mais ça pose des difficultés, du coup, pour récupérer les DAU. Plus vous allez avoir de transporteurs, plus votre acheteur va faire appel à plein de transporteurs pour ces flux de marchandises. D'accord? Parce qu'effectivement, je connais les arguments, hein, il ne veut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, ça permet de négocier au mieux, ça permet de faire marcher la concurrence et d'avoir les meilleurs prix, etc. Je comprends. Moi, mon conseil par rapport à ça, c'est de séparer le transport et la douane. D'accord? D'un côté, vous avez l'acheteur qui va vouloir gérer son transport, et donc du coup, qui va négocier du prix, et ce que j'entends tout à fait. Et du coup, il faut qu'il joue la concurrence avec plusieurs transporteurs, ce que j'entends tout à fait. D'accord? Et de l'autre côté, vous avez le déclarant qui, lui, va dédouaner la marchandise.
D'accord? Alors, tous les transporteurs n'acceptent pas de faire ce qu'on appelle des douanes sèches. D'accord? Les douanes sèches, c'est un déclarant qui va faire pardon, c'est un transporteur qui va accepter de faire que la douane sans le transport. D'accord? Bon, c'est vrai qu'ils n'acceptent pas tous de le faire, mais enfin, de plus en plus, en réalité, ils le font. Voilà. Si vous m'appelez, moi, je pourrais vous orienter vers des transporteurs qui font ce type de prestations. N'hésitez pas, je suis à votre disposition pour cette partie-là, pour faire des mises en relation également. Donc, typiquement, en fait, le transporteur, lui, va dédouaner votre marchandise. Et donc, du coup, l'idée, c'est d'avoir un RDE, d'accord, qui va centraliser toutes vos déclarations en douane. Moins vous allez avoir de RDE, plus ça va être facile de récupérer ces DAU à l'importation. Parce que je suis bien conscient que récupérer un DAU à l'importation, c'est compliqué. Et donc, du coup, ça, c'est un point qui est souvent en fait soulevé par les services comptables. Et donc, du coup, ce que moi, je peux vous conseiller, c'est finalement en fait de limiter votre nombre de RDE et de centraliser vos déclarations auprès d'un RDE. Un des gros avantages que vous aurez également, et ça, je vous le donne en off, c'est que le RDE, très souvent, il va être local. D'accord? Vous allez l'avoir sous la main. Et donc, du coup, les déclarations en douane, elles vont être locales. D'expérience, c'est quand même beaucoup plus facile de gérer un contrôle douanier localement, avec des douaniers qui nous connaissent, et on connaît les douaniers, plutôt qu'avec la douane du Havre, où il y a 300 km et et elle en voit beaucoup plus passer, donc du coup, le langage est plus compliqué. D'accord? Oui, je permets juste de vous interrompre, Louis-Marie, parce que justement, il y avait la question pour un service comptable, où trouver les DAU qui concernent nos sociétés. Voilà, donc vous venez de donner la réponse. Effectivement, c'est près du RDE, mais encore faut-il effectivement savoir quel RDE ou auprès de vos services, bien sûr, d'ADV. C'est ça, exactement. Donc effectivement, voilà, j'ai pas de réponse, et là, pour le coup, je suis obligé de faire une réponse grise, je suis désolé. Ouais. Ce serait formidable Bah oui. d'avoir simplement une boîte aux lettres où on peut récupérer tous ces DAU. Mais la vérité, c'est qu'en fait, vous en avez une boîte aux lettres, mais pour le coup, il faut confier tous vos DAU à un seul RDE. Le jour où vous faites ça, vous n'avez plus de problème. Hein. Mais du coup, d'où l'impact aussi des incoterms derrière. Voilà, pour cette partie-là. Mais je suis obligé de passer vite, je ne peux pas tout traiter. Troisième point, la compta a toujours raison. Qu'est-ce que j'ai entendu ça, dis donc, sur la dernière année? La compta a toujours raison. Ben oui, la compta a toujours raison. Alors, je plus sois bien évidemment à cette phrase, mais la question que j'ai eue, c'est est-ce qu'on a le droit de modifier le pré-remplissage? Ah non, 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 monsieur Savy, je suis absolument certain. J'ai de la TVA sur ma déclaration de CA3 pré-remplie et je ne suis pas d'accord avec elle. Vraiment, ils se sont trompés. Alors, moi, ça ne me dérange pas de modifier. D'accord? Si vous êtes certain, vous modifiez. Il n'y a pas de souci. Mais il faut que vous compreniez que derrière, ça déclenche quand même des contrôles. D'accord? Quand vous modifiez un montant de TVA pré-rempli par l'administration fiscale, donc qui a été pré-rempli dans les déclarations en douane, ça envoie directement un système dans le système informatique douanier. D'accord? Et du coup, derrière, le résultat de ça, c'est que dans les 2-3 mois, vous recevez un courrier où justement vous avez l'administration fiscale qui va vous demander des comptes et qui va vous demander pourquoi est-ce que vous avez modifié ça. Si vous êtes absolument certain de vous, ça va, d'accord? Donc typiquement l'ostréiculteur qui se retrouve comme destinataire au niveau TVA de pneus à l'importation de Chine, donc l'ostréiculteur en Charente-Maritime qui se retrouve avec 100 000 euros de TVA auto-liquidé sur sa CA3 en pré-remplissage. Effectivement, là, il n'y a pas trop de débat, vous pouvez y aller, d'accord? Par contre, si ce n'est pas le cas, là, pour le coup, ça va poser une vraie difficulté. D'accord? Donc, il faut être absolument certain. Oui, la compta a toujours raison. OK. Mais la compta, jusqu'à présent, en fait, se basait pour la TVA auto-liquidée à l'importation sur des factures. Et aujourd'hui, on leur demande de travailler avec des déclarations en douane à l'importation. Ce qui est déjà compliqué en soi, en gestion du changement. Et là, typiquement, le pré-remplissage, si vous le modifiez, eh bien, ça va générer des questions. C'est sûr que ça va générer des questions. Je ne dis pas que ça va générer un contrôle, hein, mais c'est sûr, pour le coup, que ça va générer des questions. Donc, du coup, je vous invite quand même à la plus grande prudence,
d'accord? Sachant que vous êtes sur des CA3, qu'elles sont modifiables a posteriori, que vous pouvez réussir à recouper les éléments et à retrouver vos petits, même un peu plus tard, ce que j'entends. Mais en fait, c'est important d'avoir cette partie-là dans un coin de la tête. Quand on modifie un montant qui est pré-rempli, ça peut générer des questions de l'administration. Bien évidemment, tout dépend du montant, d'accord? Si vous le modifiez de 5 euros, je ne pense pas que ça posera trop de difficultés. Par contre, d'expérience, si vous le modifiez de 30 000 euros, là, c'est sûr qu'il y aura des questions. Je suppose qu'on reviendra sur ce point-là, il y aura des questions dessus à la fin. Voilà. Oui, tout à fait. Ouais. Du coup, avant-dernier point, du coup, les outils. Donc, finalement, les solutions. Alors, en vrai, j'adorerais vous sortir de ma... Enfin voilà, je vous ai jamais fait de cadeau, j'aurais beaucoup aimé pouvoir vous sortir un cadeau et vous dire qu'il y a une solution miracle qui me permet de récupérer toutes les déclarations en douane à l'importation, etc. C'est pas le cas. Hein. Pour autant, il existe quand même un certain nombre de choses. Alors, l'administration a largement communiqué sur ATVAI, d'accord? Donc, c'est ATVAI, du coup, vous avez la possibilité de faire une extraction du système informatique, donc sous format Excel, je crois que c'est CSV de mémoire, où vous allez retrouver votre identifiant de TVA, la période, l'identifiant, la date du BAE, l'application, le numéro EORI du RDE, la raison sociale du RDE et l'adresse du RDE. Alors je sais, il n'y a pas tout le temps l'identité du RDE qui est reprise. Ok, d'accord, je suis au courant, mais au moins ça vous permet de retrouver un peu vos petits, d'accord? La nomenclature, le taux, la base, ok? Donc ça, c'est un des premiers points qui vous permet quand même de retrouver certains éléments. Je ne dis pas que c'est parfait, je n'ai pas dit que c'était parfait, je dis juste qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez ce que voit l'administration avec ça, d'accord? C'est toujours intéressant de voir ce qu'ils voient de l'autre côté, d'accord? Là, typiquement, on voit l'administration, ce que voit l'administration, le nombre de flux et la base, ok? Et donc, du coup, ça, vous comprenez que ce n'est pas vos importations, c'est toutes les fois où votre numéro de TVA a été indiqué dans la case 44 d'un DAU. Sur le principe, c'est toutes vos importations, mais s'il y a eu des anomalies de fait, vous pouvez avoir un décalage, d'accord? Voilà. Juste une question, Lou-Marie. Donc, les personnes qui peuvent accéder à TVAI sont les personnes des sociétés, les comptables, Tout tout à le fait. monde a accès? D'accord, ok. Oui, bien sûr, tout le monde a accès, il suffit de faire la demande sur le site internet de la douane, ça va Oui, très vite. d'accord. Beaucoup Oui, d'entre vous avaient déjà oui, l'outil en main parce que j'ai vu qu'il y avait quelques questions là-dessus. Voilà, il est ainsi fait, je ne peux pas vous apporter de solution miracle. L'administration a déjà rajouté les noms et adresses des RDE, hein, parce qu'à une certaine époque, vous n'aviez même pas le transporteur. Hein. Et donc, du coup, encore plus compliqué de retrouver vos petits. Petite information, tout à l'heure, je vous ai parlé du fonctionnement avec vos RDE. Finalement, de choisir le RDE comme bon père de famille, d'accord? Eh bien, si vous arrivez à regrouper, en fait, toutes vos déclarations en douane à l'importation chez un seul RDE, il existe ce système. Alors ça, pour le coup, ça existe de longue date. Hein. Et en l'occurrence, c'est une synthèse de la TVA autoliquidée. Peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà vu, d'autres pas. Bref, je vous l'explique. Ça fonctionne avec le logiciel Connex, d'accord? Avec qui fonctionnent les plus gros transporteurs. Pas tous, mais la majorité. Ça permet d'avoir une synthèse de la TVA autoliquidée sur la personne, d'accord? Finalement, c'est le ATVAI, mais en mieux. OK? Parce que du coup, vous allez retrouver un peu plus d'éléments. Cette TVA autoliquidée, elle a une contrainte finalement. Cette synthèse, c'est qu'il faut que vous ayez centralisé toutes vos déclarations en douane auprès d'un seul RDE. oui. D'accord? Donc ça marche, mais il y a un écueil. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que finalement, pourquoi pas mettre tous nos œufs dans le même panier pour la douane. D'accord? L'interlocuteur pour l'organisation d'un transport et pour la gestion de la TVA à l'importation, c'est peut-être pas le même, d'accord? Ça a peut-être un peu de sens que de séparer le transport et la douane. Je reviens sur mon argumentaire juste avant, d'accord? Et c'est un commissionnaire en douane et commissionnaire de transport hein, qui vous parle. Hein. J'organisais des transports pour le compte de mes clients, donc je vois de quoi on parle. Mais objectivement, en fait, vous avez dans un cas un directeur des achats, ADV,
pour la partie logistique transport, d'accord, directeur supply chain. Ou de l'autre côté, vous avez DAF, responsable comptable. Et donc, du coup, vous voyez bien que les problématiques, elles sont bien séparées. Cette synthèse de la TVA autoliquidée, pour moi, aujourd'hui, elle n'est pas suffisamment utilisée. D'accord. Je vous le dis en toute franchise. Beaucoup de personnes la connaissent, mais finalement ne l'utilisent pas assez. Et je pense que ça résoudrait énormément de sujets. D'accord. Et ça permettrait au moins de retrouver vos petits pour 98% de vos montants de TVA autoliquidés. D'accord. Est-ce que vous pensez, Louis-Marie Savy, qu'il y a principalement que les entreprises RDE avec le logiciel Connex qui ont ça, ou il y en a d'autres qui sont similaires? Non, il existe des systèmes similaires pour les autres. D'accord. Ok, donc on peut le demander à son RDE. Voilà. Ouais. Ok. Ouais. L'avantage, si vous voulez, c'est que le RDE, lui, alors certains, ils vous le facturent. Alors ça, c'est de la négociation. Hein, je vous laisserai gérer avec eux. Moi, je suis juriste. Je suis pas là pour acheter. Mais il faut savoir que, en fait, concrètement, dans l'applicatif, je me contente moi d'ouvrir une page, d'accord, dans laquelle je vais rentrer 5 boîtes mail. Et le 2 ou le 3 du mois, vous avez automatiquement cette synthèse de la TVA autoliquidée qui est envoyée du coup à tous les destinataires. D'accord. Et du coup, quand bien même la personne ne serait pas là, il y en aura une autre. Bref, tout le monde a l'info. OK. Et donc, du coup, c'est beaucoup plus facile de retrouver vos petits. Si vous fonctionnez, si un seul RDE, c'est trop petit, donc du coup, vous fonctionnez avec deux, parce que par exemple, vous en avez un expressiste, expressiste parce que vous n'avez pas le choix de passer par un expressiste, ce ne sera pas possible de séparer transport et douane pour les expressistes. Hein. Pardon, je précise, mais voilà. Si vous commencez à demander à DHL, FedEx, UPS de faire vos douanes vous-même, voilà, ils vont avoir un peu de mal à le gérer. Mais dans l'idée, tout ce qui est transport conventionnel, en fait, vous allez avoir votre RDE propre qui va faire tous vos flux d'un côté, et de l'autre côté, vous allez avoir votre expressiste. Eh bien, au moins, vous avez la synthèse de 2 TVA autoliquidés à faire, et c'est quand même beaucoup plus simple. Parce que oui, certains expressistes fonctionnent avec ça. Voilà. Je suppose qu'il y aura des questions sur cette partie-là aussi. Oui, on va les lire là tout à l'heure, oui. Donc il reste 10 minutes, donc on est pas mal. Du coup, solutions et pistes de réflexion. Alors, si c'est vraiment un enfer pour vous à gérer, la TVA autoliquidée à l'importation, une des solutions possibles, et alors là, je ne ferai pas cocorico parce que là, pour le coup, je sais que je me tire une balle dans le pied, mais une des solutions possibles, c'est d'importer la marchandise par un autre État de l'Union européenne. Oui, bon. D'accord. Donc, c'est l'utilisation du régime 42. C'est un peu vulgaire quand on dit ça comme ça, mais vous faites dans Google, vous faites régime 42 douane, vous allez vite tomber sur l'explicatif de la page du site internet de la douane qui est très bien fait. Voilà. Et en l'occurrence, ça permet, vous vous rappelez au début, je vous ai parlé de mise en libre pratique, mise à la consommation. Ça permet de séparer ces deux points-là. D'accord. C'est-à-dire que quand la marchandise va arriver à Anvers, par exemple, vous avez un paiement des droits de douane, donc vous allez avoir une déclaration en douane comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, et vous allez avoir un régime 42. Plutôt que de marquer 40.00, il va marquer 42.00. Ce régime 42 va vous permettre de séparer la gestion fiscale. D'accord. Vous faites une mise en libre pratique, donc vous payez les droits de douane, pas de souci. Par contre, derrière, c'est un flux intracommunautaire. C'est une déclaration statistique à l'introduction, anciennement DEB. D'accord. Et donc, ce système-là va vous permettre d'éviter d'avoir à vous torturer l'esprit sur le calcul du bon montant de la TVA. D'accord. Donc, très souvent, cet argument-là, il est gentil sur le papier. Je sais qu'on ne va pas dérouter des conteneurs juste pour le principe, mais sachez que, en fait, finalement, cette autoliquidation de la TVA à l'importation, elle pose une difficulté quand la marchandise rentre directement sur le territoire de l'Union européenne. Si vous faites rentrer directement sur le territoire français dans l'Union européenne, si vous faites rentrer la marchandise par, je dis n'importe quoi, la marchandise vient de Suisse, vous la faites rentrer par l'Autriche, et ensuite elle fait la boucle pour revenir en France, typiquement ce sera un régime 42. D'accord. Donc ça c'est le premier point. Deuxième point, le pré-remplissage de la TVA autoliquidée dépend de la déclaration en douane. D'accord. C'est important de vérifier le travail du RDE. D'accord. Moi, je ne peux que vous conseiller de mettre en place un process en interne pour vérifier le travail du RDE. D'accord.
et c'est un ancien RDE qui vous parle. L'exemple que je vous ai cité tout à l'heure avec le numéro EORI et le numéro de TVA, il n'est pas anodin. Moi-même, quand j'étais petit déclarant en douane, tout bébé, j'ai dupliqué un fichier client et en l'occurrence, il s'est passé quelque chose d'assez simple, c'est-à-dire que j'avais une société importatrice de pneus de Chine, en l'occurrence, et en fait, quand j'ai créé son identifiant, j'ai dupliqué la fiche client et le numéro EORI est resté identique. D'accord? C'est le numéro EORI qui va chercher l'information dans le système. Ce n'est pas les lettres qui sont tapées à côté. Donc moi, j'ai retapé les lettres à côté, donc du coup, j'étais bon. J'avais bien mon importateur désigné de pneus chinois. Et en l'occurrence, le numéro EORI, lui, pour le coup, c'était celui d'un ostréiculteur. Pour le coup, vrai. Et quand j'ai validé la déclaration en douane, donc elle est tombée en anomalie parce que c'était incohérent, c'était trop gros pour le système douanier, eh bien le douanier m'a appelé, il m'a dit, écoutez, monsieur Savy, je pense qu'il y a une erreur. Voilà. Donc l'erreur est humaine, le truc a été réparé avant même, le client s'en est jamais rendu compte, très bien. Mais c'était juste pour vous dire que c'est très vite arrivé en réalité de juste se tromper sur le numéro EORI. Et voilà. Typiquement, je vais vous donner un autre exemple. Là, j'ai un de mes clients, moi, en région Val-de-Loire-Océan, qui est contrôlé. Et qu'est-ce qui a déclenché le contrôle? Donc il est dans l'high-tech, hein. Il fait des cartes informatiques. Eh bien, en fait, du jour au lendemain, il s'est mis à importer des tonnes de rouge à lèvres. Et quand je dis des tonnes de rouge à lèvres, c'est 3 tonnes de rouge à lèvres par mois. D'accord? Et donc, du coup, incroyable, on ne sait pas ce qui se passe. Je prends contact avec le transporteur, d'accord? Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Le douanier débarque, du coup, ça déclenche le contrôle. Le douanier débarque et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous vous mettez à importer du rouge à lèvres tous les mois? Et nous, on n'importe pas de rouge à lèvres, de quoi vous nous parlez? En fait, le transporteur avait dupliqué la fiche client, exactement la même erreur que je vous ai citée juste avant. Et donc, du coup, le numéro EORI qui était indiqué était celui de mon client en région Val-de-Loire, alors qu'en fait, il importait, lui, sur le papier pour un autre client qui est situé dans le Grand Est, en l'occurrence. Donc, vous voyez, typiquement, en fait, c'est très opérationnel, d'accord? C'est extrêmement basique, vous allez me dire, sauf que l'impact derrière, il peut être important. Donc, voilà. Troisième point, les achats de marchandises en DDP. Alors, voilà, j'avais promis à Annie que j'allais pas aller faire de déclaration d'incoterm. Donc, DDP. Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit qu'on pouvait effectivement le développer par la suite. Mais au contraire, allez-y, je vous en prie. Mais voilà, mais du coup, DDP, c'est Delivered Duty Paid, d'accord? Donc, vous achetez une marchandise rendue chez vous, livrée, d'accord, dédouanée, d'accord? Eh bien, la difficulté, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Sur une déclaration en douane à l'importation, la case, en fait, pour indiquer le fournisseur chinois ou canadien, n'est pas obligatoire. En réalité, c'est vous qui allez être désigné comme importateur et à votre insu. D'accord? Et la conséquence de ça, c'est qu'en réalité, vous allez demander finalement à votre fournisseur chinois de payer un prestataire de service, donc un RDE, en France, pour payer des droits de douane que lui-même va s'acquitter, mais également pour autoliquider de la TVA qui va pré-remplir votre CA3. Je trouve que c'est faire énormément confiance en son fournisseur chinois et en l'intérêt qu'il porte à votre égard. D'accord? Pour moi, c'est un non-sens de continuer d'utiliser le DDP à l'importation avec l'autoliquidation de la TVA. Tout simplement parce qu'on ne demande pas à un de ses fournisseurs à l'autre bout du monde de payer des formalités douanières qui vont pré-remplir votre CA3. D'accord? Parce que vous ne pourrez pas, vous aurez beaucoup de mal à vous retourner contre votre fournisseur pour des défauts et des anomalies de remplissage. D'accord? Et de calcul de la TVA. Donc vraiment, ça, en plus de la question de l'archivage, parce que quand vous achetez en DDP, vous n'arrivez jamais à récupérer vos DAU. Pour ces deux raisons-là, vraiment, on va au casse-pipe si on continue d'utiliser du DDP à l'importation. D'accord? Donc voilà. Si c'est bien évidemment, il faut jamais dire jamais ou toujours, si c'est finalement un flux régulier, un partenaire historique, etc., évidemment, il y a des cas particuliers qui font que en fait, vous êtes sécurisé et que les choses sont suffisamment bien câblées pour pouvoir fonctionner comme ça. Pour autant, dans la majorité des cas, malheureusement, en fait, c'est pas à l'avantage des entreprises importatrices à leur insu.
Oui, vous avez bien raison de souligner effectivement ce point. Pour les comptables qui nous écoutent et qui n'ont sans doute peut-être pas l'habitude d'entendre parler de Delivered Duty Paid ou d'Incoterm, tout simplement, n'hésitez pas à vous rapprocher bien sûr de vos collègues des administrations des ventes à l'international ou de vos commerciaux qui maîtrisent en principe cette question ou de vos conseillers que vous retrouverez sur notre site BCI Info. Nous avons régulièrement des ateliers, des webinaires sur le sujet des Incoterms. Nous avons surtout dans l'onglet des BCI Info fiches réglementaires des tableaux très utiles pour bien comprendre les différentes notions des Incoterms. Voilà. Merci Annie. Donc voilà, je sais que finalement, en fait, souvent les services comptables sont un peu la dernière roue sur cette partie-là, mais c'est important en fait de réussir à faire de la pédagogie et de les alerter Vraiment. Oui, sur cette partie-là. Je sais que c'est souvent subi, mais il faut faire entendre votre voix. Voilà. Et puis nous, on est aussi là pour ça, c'est-à-dire que bien sûr. parfois, le fait de passer par une voix extérieure, ça a peut-être plus de poids. Quatrième point, du coup, les importateurs doivent vérifier le montant de la TVA auto-liquidée. Donc ça, c'est le conseil que je vous ai donné un peu tout du long. C'est-à-dire que finalement, limiter le nombre de RDE, c'est beaucoup plus facile de faire la somme de 2 synthèses de TVA auto-liquidée que je vous ai montré juste avant, plutôt que la somme de 50 déclarations en douane à l'importation. Voilà. Donc vraiment, je vous conseille de passer comme ça. Et en dernier point, le cas particulier des expressistes. Euh, euh, dans l'énorme majorité des cas, les difficultés qui sont rencontrées par les entreprises sont liées en fait aux expressistes. Et en fait, c'est systématiquement le reliquat de TVA autoliquidé qu'ils n'arrivent pas à justifier. D'accord. Je pense qu'il faut être pragmatique par rapport à ça. C'est important en fait de mettre en place par exemple un partenariat avec un expressiste et de tout dépendre de lui. L'avantage si vous fonctionnez avec un seul expressiste, d'accord, c'est que lui il va pouvoir vous éditer le rapport de synthèse que vous avez vu juste avant et donc du coup effectivement vous allez pouvoir retrouver tous vos récaps comme ça, d'accord. Mais effectivement, là, je vais avoir des difficultés à vous apporter une solution clé en main sur cette partie-là. C'est-à-dire que limiter le nombre de RDE, c'est bien. Limiter le nombre d'expressistes, pareil, ça va vous permettre d'économiser énormément d'anomalies. Mais pour autant, en fonction de la volumétrie de flux que vous allez avoir, ça peut rester extrêmement chronophage de justifier le moindre euro par rapport à ça. D'accord. Donc le mieux, c'est vis-à-vis de l'interne, briefer tout le monde sur pourquoi vous fonctionnez comme ça, quels sont les enjeux. D'accord. Oui, on n'a pas parlé de sanctions, on n'a pas parlé d'enjeux, dis donc. Je vais garder ça pour la fin. On parle du prix toujours à la C'est fin. ça. Mais la sanction, quand même, c'est quand même un point important. C'est 5% de la TVA auto-liquidée. D'accord. OK. Donc 5% de la TVA auto-liquidée, ça va extrêmement vite. D'accord. Vous auto-liquidez, je dis n'importe quoi. Vous auto-liquidez 1 million d'euros sur l'année 2022, sur l'exercice 2022. Vous calculez le montant. C'est assez simple. D'accord. Alors, moi, mon expérience, je vous le dis, il vaut mieux. J'ai toujours eu des entreprises qui se sont fait redresser parce qu'elles n'avaient pas suffisamment auto-liquidé. Pour autant, j'ai moins d'expérience d'entreprises qui se sont fait redresser pour avoir trop auto-liquidé. Voilà. OK. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas le cas, ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible, mais je reste plutôt pragmatique sur cette partie-là. D'accord. Donc 5% de la TVA auto-liquidée, ça, vous pouvez le marquer en rouge, puis vous montrer un exemple. C'est toujours important de chiffrer en interne pour que les gens réalisent, pour que ça marque. Voilà. Et en rouge, voilà, c'est la couleur de la maîtresse d'école, les gens retiennent bien. Mais j'en reviens à mon point juste avant. Du coup, vous avez d'une part la gestion interne, d'accord, et d'autre part la gestion externe. La gestion externe, je vous l'ai dit, il faut limiter le nombre de RDE, éviter du coup l'utilisation du DDP et limiter le nombre d'expressistes, d'accord. Et en faisant ça, déjà, vous allez réussir à regrouper beaucoup de choses, d'accord, et à récupérer beaucoup de vos DAU. Et donc ça, c'est la gestion externe. Et la gestion interne, pour le coup, ça va être de la pédagogie, d'accord. Ça va être le fait de sensibiliser les services achats, de sensibiliser les services ADV sur l'utilisation des bons incoterms et surtout, en fait, de sensibiliser l'ensemble des collaborateurs sur une simple commande d'échantillon qui peut prendre des proportions énormes derrière.
Et donc, du coup, gare à vos montres que vous allez acheter sur Amazon. Voilà. J'arrête de parler parce que je vois qu'il est déjà 15h17. Il y a des questions, effectivement. Alors moi, je me propose. Merci déjà, Louis-Marie, pour ces points de vigilance. Tout le monde a bien compris, effectivement, on a tout intérêt dans la cohésion et la transparence des informations qui risquent justement de, entre guillemets, de coûter très cher, de pouvoir échanger entre les ADV, la comptable, effectivement, de récupérer aussi vos DAU avec le RDE, ça c'est une évidence. Je reviens juste un point. Il y a quelques personnes qui étaient présentes et qui avaient initialement des questions sur les flux intracommunautaires. Donc, on vous a bien précisé que là, on était bien dans l'import de pays tiers. Néanmoins, on vous rappelle que nous organiserons le 7 février un webinaire BCI sur justement qu'en est-il aujourd'hui de ces flux intracommunautaires avec la nouvelle, entre guillemets, ex-DEB, l'EMEBI, l'enquête statistique et l'état récapitulatif de TVA. Donc, ce sera le 7 février matin pour les personnes que ça intéresse. Voilà, et maintenant nous allons en parallèle, donc je vais lire les questions et je vais me permettre de lancer aussi le sondage, parce que donc il y a peut-être des personnes qui souhaiteront nous quitter, donc comme ça vous pourrez effectivement répondre à ce sondage. Et donc nous allons revenir sur le Q et R. Voilà, juste le temps de me connecter, je pense que le sondage est parti. Voilà. Donc allons-y en chronologie. Je pense que je vais quand même lire les questions, sachant que certaines d'entre elles, je pense, ont déjà eu réponse. Je vais remettre ma caméra. Voilà. Alors, allons-y. Comment enregistrer complètement la différence de TVA entre la CA3 et la TVA sur nos factures dans les comptes? Eh Comment bien, enregistrer comptablement la différence de TVA entre la CA3 et la TVA sur nos factures dans les comptes? Je ne sais pas si vous voyez vous les questions et réponses ou pas? Non. je ne les vois pas. Non, c'est pas grave. Bon, je vais les énoncer clairement. Merci. Mais du coup, pour répondre, effectivement, c'est le point qu'on a traité tout à l'heure. Jusqu'à présent, en fait, en réalité, vous ne vérifiez pas plus qu'aujourd'hui la TVA, parce que du coup, vous aviez une facture et donc du coup, vous partiez du montant qui avait indiqué sur la facture. La différence, c'est qu'aujourd'hui, c'est sur la déclaration en douane que vous allez avoir ces informations-là. Je sais, la comptabilité a toujours raison, sauf là. C'est-à-dire qu'il faut prendre un peu bête et méchant les informations pour comptant sur la déclaration en douane à l'importation, sauf anomalie, bien évidemment. D'accord Je ne l'ai pas dit, mais une déclaration en douane, on peut la modifier. D'accord On peut la modifier uniquement dans la journée, en fait. Parce qu'encore une fois, on est raccroché au flux physique de la marchandise. Okay. Et donc, vous ne pouvez pas modifier une déclaration en douane a posteriori, parce qu'il y a eu des droits de douane qui ont été payés, et de la TVA qui a été auto-liquidée, et des taxes, etc. Donc, vous ne pouvez pas la modifier a posteriori. Donc, ce qu'il faut garder en tête dans ces cas-là, c'est effectivement, il faut que vous preniez en compte la déclaration en douane à l'importation dans votre comptabilité. Très bien, je vous remercie. On a une importation en janvier 2022, mais notre numéro de EORI n'a pas été communiqué. Donc, on a reçu une facture de DHL avec de la TVA douanière. La TVA douanière n'a pas été déduite sur la CA3 de janvier volontairement suite à notre réclamation auprès de DHL. Il y a eu une demande de rectification de déclaration en douane visée par les douanes pour la correction du numéro EORI plus TVA auto-liquidé. On a déclaré la TVA à l'importation en auto-liquidation sur la CA3. On a réclamé un avoir auprès de DHL pour la TVA douanière facturée en janvier. Refus de leur part. Que devons-nous faire? Car nous avons toujours en compte la TVA douanière qui n'a pas été déduite. On ne peut pas déduire deux fois la TVA plus TVA via l'autoliquidation CA3. Alors, je vous confirme sur la phrase où on ne peut pas déduire deux fois la TVA. Il y a beaucoup d'éléments
Je suis Oui, désolé, mais je vais pas être. on aura la possibilité, effectivement, pour les questions, je l'ai lu parce que ça peut effectivement être pertinent que d'autres personnes qui auraient peut-être eu la même situation le sachent, mais je peux comprendre qu'effectivement, ce soit peut-être une question qui soit, qui nécessite peut-être d'avoir plus de précision de la part de la personne et vous y répondrez. Je suis désolé, hein, Il n'y a pas de souci. voilà. N'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà, Tout à vous avez fait. mon adresse mail qui est dans le support, je suis à votre disposition. Voilà, ce sont dans la mesure où c'est repris dans les questions et réponses, nous les avons ensuite, ce qui n'était pas le cas des fois sur la conversation. Alors, quels sont les risques et impacts si on autoliquide des petits montants sur une entreprise à tort, car il y a eu une erreur de numéro EORI? Alors, sur des petits montants, le risque, il est raisonnable. D'accord? Alors là, pour le coup, c'est le juriste de cabinet d'avocat qui parle, donc ça va être une réponse grise, donc ça va être a priori, le risque, il est raisonnable. Tout dépend en fait du petit montant, hein. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'était que finalement, moi, mon expérience, d'accord, aujourd'hui à date, j'ai des expériences de TVA, de sanctions et d'amendes sur l'autoliquidation de la TVA en moins, mais pas en plus. Voilà. Donc, voilà pour répondre à cette question. Alors, je continue. Comptablement, faut-il saisir les factures d'achat avec de la TVA auto-liquidée? Alors, la difficulté que si vous faites ça, c'est que en réalité, en fait, en prenant en compte la TVA auto-liquidée sur la facture d'achat, le problème, c'est que vous n'allez pas avoir tous les éléments en fait de base de calcul de la TVA. D'accord? Pareil, je vais prendre l'exemple qu'on avait tout à l'heure du coup avec la facture FOB Shanghai. Vous voyez bien que en fait, en prenant 20% de la valeur de la marchandise FOB Shanghai, on est dans le mur parce que on n'a pas les frais de transport, nous n'avons pas non plus les frais d'assurance, les frais intérieurs de livraison intérieure de la marchandise, ainsi que le montant des droits de douane. Donc, autoliquider de la TVA à l'importation, pas à l'introduction, mais à l'importation, ce n'est pas possible. Enfin, voilà. Sauf exception, on va rencontrer des difficultés. Ok. Je pense que j'ai répondu. Alors, on peut demander une rectification à la douane a posteriori, c'est possible tant que la DGG n'a pas été régularisée. Ok, c'est une information. Alors, je ne sais pas si ma collègue Monia voit d'autres questions, qu'elle n'hésite pas à intervenir. Juste pour compléter ce point-là, les demandes de rectification au niveau des déclarations en douane, pour en avoir fait quand même, c'est quand même compliqué et hasardeux parce qu'en fait, du coup, ça repasse devant le bureau de douane concrètement et du coup, il faut que la douane mette son coup de tampon, d'accord, pour valider informatiquement en fait la modification. Les déclarants peuvent être relativement réticents à cette démarche-là. Donc, je descends avec le curseur là. Donc, si la livraison est faite directement chez notre client sans passer par notre société, qui doit auto-liquider? Une question. Bonne question. Alors, sur un flux à l'importation, d'accord, ça va être la personne qui est désignée comme importatrice, destinataire, sur la déclaration en douane à l'importation. Ouais. Donc, ça, c'est un point important à noter, hein. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai fait, j'ai pris le temps. Attendez, excusez-moi, je retourne dessus. J'ai pris voir le la temps, en fait, déclaration d'importation. de Voilà. décrire la déclaration en douane à l'importation, parce qu'effectivement, c'est bien le destinataire importateur avec le numéro EORI qui est indiqué dans cette case-là. D'accord? Donc, c'est important d'avoir une certaine cohérence par rapport à ça. Alors, une question qui porte sur les frais de port. Comment doit-on gérer les frais de port inscrits sur une facture fournisseur dont les marchandises sont passées en douane? Sur la DAE, ces frais ne sont pas inscrits. Doit-on passer ces frais de port en comptabilité avec un taux de TVA auto-liquidé?
et donc modifier à la hausse le CA inscrit sur la déclaration de TVA. Alors, là, je vais jouer mon joker sur cette partie-là, D'accord. mais la question est très bien posée. Mais On vérifie. effectivement, sur tout ce qui est frais portuaires, chargement THC en fait, donc chargement, déchargement des bateaux, etc., il faut qu'on vérifie l'application ou l'exo de la TVA sur ces frais-là. D'accord? Donc, du coup, je veux pas m'avancer, je vais être plutôt prudent là-dessus. Je suis désolé, mais par contre, envoyez-moi un Tout à fait, mail on les notera, ouais. Ouais. et je serai ravi avec Benoît de répondre à votre interrogation. Alors après, plutôt un témoignage. Lors d'une importation temporaire, location d'un matériel, le transporteur a déclaré une importation et une exportation. Le pré-remplissage en CA3 a été modifié. La DGFiP a demandé de rectifier en douane et le transporteur nous dit qu'après 6 mois, ce n'est plus possible. Que doit-on faire? Pareil, on peut vérifier hein, si vous le voulez. Je vais répondre comme tout à l'heure, c'est-à-dire que Oui. modifier a posteriori, c'est quand même extrêmement compliqué. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'une admission temporaire, donc un AT, c'est un régime douanier suspensif qui vous permet d'éviter d'avoir à payer, les droits de douane, de la TVA. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que si on fait une admission temporaire, on doit gérer de la TVA. Du coup, je vous invite effectivement à m'envoyer un petit mail et je serai ravi d'aller plus en avant. Ok. Monia, qui est avec nous, a-t-elle repéré des questions que j'aurais peut-être pas clairement Plus bas, Annie, effectivement, Vas-y, je te laisse poser. alors, il y a différentes questions. Si on récupère le montant de TVA autoliquidé sous Prodouane, peut-on obtenir le DAU via Prodouane? Car nous avons des grandes difficultés à croiser entre Prodouane et la compta. Alors, si on récupère le montant, on ne pourra pas. En fait, si vous avez une connexion sur le site internet Prodouane, peut-être que. Enfin, alors, c'était anciennement Prodouane, aujourd'hui douane.gouv.fr. Si vous avez un applicatif pour pouvoir faire vos déclarations vous-même, vous pouvez récupérer les déclarations en douane, d'accord? Dans le cas contraire, vous allez rencontrer des difficultés et ça ne va pas être possible. Je comprends que la notion de l'archivage, elle soit complexe, et c'est la raison pour laquelle je vous ai conseillé de limiter le nombre de RDE afin finalement de réussir à cadrer, à centrer et à regrouper les interlocuteurs pour récupérer toutes les déclarations. Voilà un peu ma réponse là-dessus. Si j'ai pas répondu exactement à la question, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail. Je vois une autre question plus bas, Annie. C'est donc la fin de la déclaration CA3 via les pro-logiciels de gestion, car nous n'avons pas l'ensemble des éléments dans le système comptable. Le travail doit être refait manuellement avec ces documents DAU. Donc c'est une question. Le travail doit-il être refait manuellement avec ces documents DAU? J'ai pas trop compris. Je vais la relire. Je sais pas. Alors, je lis tel que c'est écrit, hein. C'est donc la fin de la déclaration CA3 via les pro-logiciels de gestion, car nous n'avons pas l'ensemble des éléments dans le système comptable. Alors, moi, de mon point de vue, je crois que les logiciels, ils récupèrent l'information, non? Non, en fait, je pense que la question, c'est qu'effectivement, c'est plus difficile aujourd'hui de contrôler votre CA3 faite par votre logiciel parce que vous avez des données, effectivement, qui ne sont pas dans votre compta. Donc, ouais. je pense, je ne sais pas si c'est une vraie question ou un témoignage, mais effectivement, aujourd'hui, ouais, le contrôle de votre CA3 implique la réunion d'éléments qui ne sont pas forcément dans votre compta. Oui. Au vu des questions, on voit quand même qu'il y a, à mon sens, quand même pas mal de notions qui ont besoin d'être expliquées aux entreprises, notamment sur les droits de douane. Ça, on pourra le faire, bien sûr, ultérieurement. Et il y a parfois, il faut le reconnaître, des choses qui sont un petit peu floues.
je ne sais pas comment c'est possible. Bonjour, nous n'avons pas de rubrique droit de douane dans nos DAU, est-ce normal? Et quand il y a des erreurs entre les deux numéros de TVA et que le DAU n'est pas pour notre société. Alors, je ne sais pas, je ne vois pas Alors, comment. il est possible en fait que vous n'ayez pas de droit de douane, auquel cas, Ah les, oui, c'est ça. Oui. les droits de douane en réalité c'est un taux, d'accord? Dans la majorité des cas, c'est un taux, pas dire de bêtises, qui Tout à sont fait. déterminés en fait à partir de la nomenclature douanière de la marchandise. Donc, c'est un code international, d'accord? Que vous alliez finalement en Chine, en Amérique du Nord ou en Afrique du Sud. Si vous dites 22,03, ce sera toujours de la bière. D'accord? Eh bien, typiquement, en face de chacun des codes, on va mettre un taux. Quand il y a quelques années, Donald Trump a décidé de taxer le vin français, d'accord? Il n'a pas taxé le vin ni le wine, il a taxé le 22,04. 22,04, c'est ce qui correspond au niveau international à la nomenclature douanière du vin, d'accord? Jus de raisin fermenté. Donc, en face de chacune des nomenclatures douanières dans les déclarations en douane, vous pouvez ou pas avoir des droits de douane. D'accord? Voilà. Oui, je pense que la personne devait sans doute rechercher la rubrique. Alors, et les droits de douane, c'est ce que vient d'expliquer Louis-Marie, et on pourra expliquer à l'entreprise où l'on trouve ces montants de droits de douane et comment. Sur la déclaration en douane? Oui, et je pense que c'est la rubrique que cherchait la personne. Et l'autre chose, C'est en on case a 47, si c'est la rubrique. 47, c'est ça? Vous voyez, tac, tac, tac. Hop là, je suis désolé pour le désagrément. Je vous en prie. Vous voyez juste là, on a le calcul des 12% de droits de douane, en l'occurrence. Donc, calcul base Voilà. d'imposition en case 47, d'accord? Voilà, Et case donc, du coup, 47, voilà, pour la rubrique. vous retrouvez justement l'élément. Donc, si c'est ça la question, c'est la case 47. Et si la question était il n'y en a pas, donc j'aurais dû voir ce que disait Louis-Marie, et vous aurez aussi régulièrement des webinaires avec la Direction régionale des douanes de Bretagne que nous organisons pour vous expliquer que lorsqu'il y a effectivement, par exemple, des accords entre l'Union européenne et un pays tiers à l'import, vous aurez un droit préférentiel à l'import ou pas du tout. C'est droit nul ou réduit. Donc, ça peut expliquer qu'il n'y ait rien. Par contre, la TVA, il y en a toujours. On est d'accord, Louis-Marie? Oui, la TVA, c'est C'est ça. gros. C'est ça. Voilà. Et encore une fois, alors je l'ai dit tout à l'heure, mais du coup, si vous avez un numéro de TVA, la TVA est auto-liquidée. Si vous êtes un particulier, vous devez continuer à la payer. Voilà. J'ai eu des contrôles douaniers où les douaniers, donc la période contrôlée en fait remontait à avant 2021. Et donc, du coup, la société était en auto-liquidation de la TVA. Et ce qui s'est passé concrètement, c'est que la douane a considéré que du coup, l'autoliquidation de la TVA était du coup un avantage pour la société. Du coup, on passait d'un taux de TVA de 10 à 20%. Bon, il y en avait quand même pour 700 000 euros. Et en fait, la douane a refusé de le passer en autoliquidation de la TVA. Donc, du coup, mon client a dû faire un chèque du coup de 350 000 euros pour passer de 10 à 20%, alors qu'il a récupéré cette TVA derrière, mais en fait, dans l'esprit des douaniers, c'était un avantage. Et donc, du coup, dans le cadre d'un redressement et d'un contrôle douanier, eh bien, cet avantage saute et donc, du coup, il faut à nouveau payer. Donc, c'est pour ça que j'ai fait tout le topo sur la première partie sur le fait que, avant, il fallait bien payer les droits de douane et la TVA. Et quand bien même aujourd'hui on ne paye pas physiquement la TVA, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'enjeu. Parce que, encore, je le rappelle, la sanction, c'est 5% de la TVA autoliquidée. Oui, on retrouve effectivement, je vous remercie Louis-Marie, on retrouve effectivement la problématique que vous aviez évoquée pour les expressistes. Alors effectivement, Oui. voilà, donc on pourra, cette personne, il y a une personne qui pose une question à ce sujet, donc je l'invite à reprendre contact avec vous. Et elle indique aussi que les transitaires refusent aujourd'hui de fournir le récap TVA. Donc peut-être que tous les transitaires n'ont pas l'équivalent logiciel Connex, mais Alors, dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à m'envoyer un mail, parce que du coup, je serais ravi de vous orienter vers des transitaires qui le font très volontiers.
Annie, il y a une personne qui lève la main. Je pense qu'elle souhaite attirer l'attention sur une question que Christine a repris. Est-ce que tu peux la lire, s'il te plaît? Oui, c'est ce que je venais Mmh. de lire en Mmh. partie, oui, tout à Ouais, fait. Et ouais, c'est donc, ça. on peut lire le début. Lors de mon extrait à TVI, je retrouve des importations d'échantillons Oui. expressistes à déclarer. En revanche, par le passé, je n'auto-liquidais jamais car je n'avais pas l'information. Comment était-ce auto-liquidé par le passé? Donc, c'est ce que vous avez expliqué, mais vous allez peut-être pouvoir le redire. Je suis obligée de faire ma déclaration de TVA le 12 du mois, contrainte de groupe, avant le pré-remplissage de la CA3 le 14. Quel problème pour moi à terme? Pour moi, oui, pardon. Vas-y, Non, Bruno. vas-y, vous Marie, vas-y. Alors, sur la première partie, effectivement, je vous rejoins complètement, c'est-à-dire que cette TVA, en fait, auparavant, elle était tout simplement facturée avec la facture de l'expressiste. Et donc, du coup, les services comptables voyaient la facture C'est du ça, oui. transporteur et donc, du coup, payaient et donc, du coup, enregistraient la facture. En fait, ça résolvait beaucoup de choses. Mais il faut comprendre qu'en réalité, ces montants-là et ces chiffres-là, ils n'ont pas changé Non, voilà, au 1er janvier 2022. Hein. oui, c'est ça. C'est la même chose. Hein. C'est Oui, juste que vous n'avez plus l'intermédiaire. c'est ça. J'invite cette personne qui n'était peut-être pas là au début de l'intervention, quand elle regardera le replay, vous l'avez effectivement bien expliqué dans les premières slides. Et concernant la contrainte de la date, donc obligé de faire ma déclaration de TVA le 12 du mois, contrainte de groupe, avant le pré-remplissage de la CA3 le 14. Quel Benoît, problème tu pour peux moi, peut-être tant. intervenir sur cette partie-là. Bah, non, à part changer la date, mais c'est vrai C'est que ça. on l'a pas évoqué, mais effectivement, la transmission informatique des informations par la douane à l'administration fiscale intervient le 14 de chaque mois. Et donc, ce qui vous laisse généralement 10 jours ensuite pour valider votre CA3. S'il y a une contrainte groupe qui est au 12 avant même la date de télétransmission, on va dire, et de pré-remplissage de ces informations par l'administration fiscale, moi, le premier point, ce serait de se dire, est-ce que voilà, on peut pas décaler cette contrainte groupe, hein, voilà, et après, parce que ça veut dire qu'à chaque fois, je vais récupérer ou je complète moi-même avant le pré-remplissage, ou j'ai un décalage d'un mois. Enfin, ça me semble difficilement gérable, en fait. Hein. Je pense qu'il faut tenir compte de cette date du 14 de transmission des informations par la douane à l'administration fiscale et se caler sur une autre date. Voilà. Après, les contraintes de groupe, on sait ce que c'est, ça peut être. Mais il faut expliquer, à mon avis, il n'y a pas d'autre solution que d'expliquer ce principe-là au groupe et de modifier cette date-là. Le bout de solution que j'ai, moi, c'est la synthèse du RDE. C'est-à-dire qu'en fait, le 2 ou le 3 du mois, vous recevez l'information. Donc, du coup, en fait, vous l'avez en amont du 14 et donc à ce moment-là, vous pouvez traiter avec. Mais la difficulté, c'est que avec certains expressistes ou certains flux de marchandises qui ne vous ont pas été signalés, l'anomalie restera. Bon, je vois que le temps passe rapidement. On prend une ou d'autres dernières questions. Et donc, justement, tout à l'heure, quand je disais, il y a toujours de la TVA, une personne demande, doit-on déclarer de la TVA en auto-liquidation sur toutes les marchandises venant des pays tiers? Oui. Oui. C'est depuis le 1er janvier 2022. Donc, vous référez, cette personne reverra le début de votre intervention. C'est effectivement l'obligation. Alors, comment justifier une auto-liquidation en notre nom lorsque les échantillons reçus pour des raisons de vérification de faisabilité ne nous appartient pas? C'est notre numéro de TVA qui est indiqué, mais nous n'avons pas de facture d'achat car la marchandise n'est pas à nous. Alors, c'est une excellente question. C'est vrai que c'est un point que j'ai pas traité. Quand vous avez vu ma case destinataire, d'accord, importateur, il n'y a pas marqué propriétaire. Hein. Ouais, Au niveau douanier, l'importateur, c'est pas forcément le propriétaire de la marchandise. Quand bien même la marchandise n'aurait pas été vendue, elle ne vous appartiendrait pas. Ça reste votre responsabilité d'importateur qui est engagée. C'est important de faire cette distinction-là. C'est une excellente question. Je vous remercie beaucoup de l'avoir posée. C'est-à-dire que ce n'est pas l'importateur, en fait, c'est pas celui qui achète. C'est celui qui est tenu pour responsable, destinataire, sur le territoire douanier de l'Union européenne. D'accord ?
Et donc, du coup, ce point-là, il est important, c'est-à-dire que ce n'est un échantillon, typiquement, vous êtes désigné comme destinataire, d'accord? Quand bien même ça ne passerait pas par chez vous, d'ailleurs, vous êtes désigné comme responsable, finalement. Quand bien même vous n'avez pas acheté la marchandise, quand bien même la marchandise repartirait à l'export, quand bien même vous ne l'avez pas physiquement entre les mains, vous êtes désigné comme importateur et donc du coup vous devez autoliquider de la TVA. D'accord? Et je sais que c'est compliqué parce qu'en fait vous n'avez pas de facture en face. J'entends l'argument. Mais au niveau douanier, vous allez être considéré comme responsable. D'accord? Donc c'est votre numéro de TVA qui va être indiqué et ça va être vous qui allez autoliquider de la TVA à l'importation. Ok, donc c'est important effectivement de le savoir. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Il y a sans doute des questions qui seront vues ultérieurement. Est-ce que Monia a repéré d'autres questions auxquelles nous n'aurions pas répondu? Il y a une question qui est arrivée récemment là. Nous achetons de la marchandise en Grande-Bretagne et la mention qui figure sur les factures de notre fournisseur GB est TVA due par l'acquéreur, article 283-1 du CGI, autoliquidation. Notre transitaire ne déclare pas ses achats car il nous dit que notre fournisseur dispose d'un numéro de TVA français. Nous avons vérifié sur Papers et ce fournisseur a un numéro de SIRET, mais avec une adresse au Royaume-Uni. Comment pouvons-nous en être certains et devons-nous corriger notre CA3? Ce que je vous propose, alors sur ma partie, et ensuite c'est Benoît qui prendra sûrement le relais, mais en fait, ce que je vous propose, c'est tout simplement de demander les déclarations en douane et vous allez tout de suite voir qui va être désigné en fait comme importateur. Et donc du coup, vous allez pouvoir être rassuré et savoir si oui ou non il est désigné, il a bien une entité, un établissement stable ou autre permettant de payer les droits de douane et de s'acquitter de ses obligations en matière de TVA. Benoît, tu veux peut-être... Non, rien de... Il y a plusieurs questions aussi. Comment est-ce qu'on fait le choix d'un RDE? Alors là, j'ai pas, je veux dire, tout le monde est libre de prendre contact. Il y a effectivement des listes non exhaustives qui ont d'ailleurs été communiquées aussi par la Direction régionale des douanes de Bretagne lorsque l'on a abordé les questions de Brexit, parce qu'évidemment, comme le disait tout à l'heure Louis-Marie, le Royaume-Uni étant devenu un pays tiers, vous avez besoin d'un représentant en douane enregistré. Donc, il existe des listes non exhaustives. Les comptables demandent comment est-ce qu'on trouve des commissionnaires en douane. Vous voyez avec votre service des administrations des ventes, je pense qu'ils sont en relation avec eux. Et si vous n'avez pas du tout de connaissances, n'hésitez pas à nous demander ces listes. Nous pouvons bien sûr vous orienter. Et comme l'indiquait Louis-Marie, Fidal certainement aussi. Voilà, la différence c'est que autant BCI ne peut pas faire de préférence, autant moi Tout à j'ai... fait. Tout à fait. Et c'est un parti pris, il n'y a pas de problème. Voilà. Hein, Oui. Voilà, on est totalement clair là-dessus. Oui. Ce serait pas déontologique. Mais par contre, effectivement, en fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que les RDE, moi je garde la bonne vieille expression du bon père de famille. C'est-à-dire qu'il faut avoir un RDE où on a un interlocuteur, déjà. D'accord? Le coût de la plateforme et tout, c'est l'horreur à gérer, c'est affreux. Vous n'avez jamais le même interlocuteur, etc. Voilà, on n'est pas à 3 € près pour une déclaration en douane quand on voit l'impact que ça a derrière. Je vous conseille quand même d'avoir un RDE fixe où vous connaissez son identité. J'en connais un certain nombre et je serais capable de vous aider. Pour information quand même, ce que je vous ai dit tout à l'heure sur les obligations de rentabilité, donc 10 minutes pour une déclaration en douane à l'importation, 7 minutes pour une déclaration en douane à l'exportation. Aujourd'hui, vous avez quand même plusieurs RDE qui ont créé des plateformes en Inde, en Hongrie, en Roumanie, où justement le travail des gens sur place, c'est des grosses plateformes qui font la taille de terrain de foot, où les gens mettent des cases, donc on leur montre une facture, ils prennent l'info et ils la mettent dans cette case. Ils prennent l'info, ils la mettent dans cette case. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils traitent, mais ils font de la saisie de données. D'accord ?
Et, Ouais. Bon, donc, du coup, oui, on comprend. Ouais. Enfin, je rassure comme les entreprises, nous avons avec nous aujourd'hui quand même quelques représentants en douane enregistrés qui m'entendront. Et je pense qu'il y a une relation de proximité aussi très simple. Il suffit qu'effectivement vous puissiez appeler déjà vos représentants enregistrés bretons, qui et n'ont bien pas sûr, forcément de toi, ça plateforme serait en pour Inde. présenter quelqu'un d'autre. Ah bah non. Ah Voilà. bah non. Ouais, bien sûr que non. Voilà, donc beaucoup de questions là-dessus et aussi beaucoup de questions sur comment, quand on fait des erreurs, sur les DAU, on fait des erreurs sur les déclarations, comment on fait? Donc, Malheureusement, malheureusement, quand vous avez fait une erreur sur une déclaration, ce que je vous invite à faire, en fait, c'est de faire la modification et de justifier, de pointer, en fait, votre erreur et de dire, bon, bah voilà, il y avait un zéro de trop, du coup, sur la valeur de mon DAU, donc du coup, eh ben, on a auto-liquidé un zéro de trop. Du coup, là, ça se justifie très simplement. D'accord? Mais il faut être certain que son erreur est légitime et qu'elle est vraie. D'accord? Le fait de prendre en compte des droits de douane dans la base de calcul pour la TVA, c'est pas une erreur, par exemple. Donc c'est un peu spécifique, mais il faut quand même sentir la différence entre les deux. Moi, je vous invite à faire les modifications dans la CA3. Vous aurez de toute façon énormément de difficultés à faire une modification sur la déclaration en douane, parce qu'en fait, c'est par la déclaration en douane qu'on paye droits de douane, des taxes éventuelles, etc. Donc, modifier a posteriori une déclaration en douane à l'importation, c'est extrêmement compliqué. Moi, dans certains cas, par exemple, j'invalidais la déclaration pour en faire une nouvelle. D'accord? Mais le faire pour une quantité importante de personnes, c'est compliqué. C'est pour ça que dans la majorité des cas, si l'erreur n'est pas trop flagrante et si l'enjeu n'est pas trop important, ce que je vous incite à faire en matière de TVA, et ce qui concerne la partie TVA, c'est de faire la modification, vous, dans votre CA3. Vous savez que ça va déclencher des questions, d'accord? Pas forcément un contrôle, mais des questions, et vous préparez d'office, et là, on est là pour vous accompagner, bien évidemment, vous préparez l'argumentaire en réponse sur ce point-là. très bien, merci. Et puis le dernier point, c'est effectivement, il y avait quelques questions sur les expressistes. Bon, ça c'est un constat, c'est bon, il faut. Malheureusement, j'ai Ouais. pas de solution. Non, je crois que personne n'a de solution. Bon, ouais. Enfin voilà, le fait déjà de limiter le nombre d'expressistes Ouais. va simplifier les choses et de demander à vos fournisseurs qui vont vous envoyer des échantillons, par exemple, de privilégier tel expressiste. En formalisant et en contractualisant les choses, et nous, on est là pour vous accompagner aussi sur cette dimension contractuelle, vous allez limiter en fait vos risques. Et donc, du coup, vous allez maîtriser vos risques s'ils existent, vous allez savoir où ils sont. Et donc, du coup, vous allez éviter les angles morts. Donc, voilà, on est à votre disposition pour vous accompagner sur cette partie. Très bien, nous vous remercions pour ces compléments d'information et votre présentation. Je pense qu'on a fait le tour sur un sujet qui, on le voit, suscite beaucoup de questions de personnes, notamment des services financiers et comptables, que nous n'avons pas toujours en contact. Alors voilà, désormais, toutes ces personnes savent qu'elles peuvent aussi nous interroger. N'hésitez surtout pas. Nous avons régulièrement des webinaires, des réunions d'information sur les sujets de la fiscalité à l'international. C'est un sujet éminemment important. Pour les personnes qui ne connaissaient pas BCI, peut-être dans ses services comptables et financiers, n'hésitez pas à consulter le site de BCI, de Bretagne Commerce International, et là, la rubrique Agenda, où vous verrez les derniers, les dates, d'ailleurs les webinaires passés également, puisqu'il y a des replays. Donc, n'hésitez pas à consulter ces replays. Ce webinaire est donc enregistré et vous aurez la présentation dans quelques temps sur le site et la présentation vous sera également adressée. On a relevé énormément de points de vigilance. On vous remercie. On n'a peut-être pas lu, je vois quelques mains levées, donc désolé, on ne peut pas ouvrir les micros de tous les participants. Vous étiez plus de 200. Néanmoins, on a essayé de lire tous vos commentaires et questions-réponses, les questions, pardon, et d'y répondre. On y répondra bien sûr par la suite. Vous avez identifié sur la slide que Louis-Marie peut vous remettre avec nos contacts en Bretagne. Vous allez prendre contact avec mes collègues, surtout n'hésitez pas. Et vous avez
également à la fin de cette présentation. Donc, c'est juste avant. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, vous avez là nos collègues en conseil donc, de proximité, technique et réglementaire et stratégique. Vous les avez sans doute déjà identifiés ou pas. Vous aurez ainsi la possibilité de les contacter. Vous retrouvez nos coordonnées sur cette slide, mais aussi sur le site de BCI Info. Voilà, merci encore. Merci de prendre le temps, si vous ne l'avez pas fait, de répondre à 3 questions qu'on vous a sollicitées par sondage. L'une d'entre elles, bien sûr, sur votre satisfaction, mais la dernière, c'est aussi sur les thèmes que vous souhaiteriez voir développés par BCI. Donc, n'hésitez pas. Et je laisse peut-être la conclusion à nos intervenants que je remercie encore. Merci à tous. Écoutez, j'espère que ça aura répondu à la plupart de vos questions et surtout merci à Louis-Marie d'avoir pu assurer cette présentation et nous faire part de toute son expérience sur ce sujet, en tout cas. Merci beaucoup. Merci pour la qualité de l'échange et n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez des interrogations. On sera ravis de vous accompagner sur vos problématiques internationales. Très bien, on fera un point de toute façon et toutes les questions ayant été saisies, nous pourrons effectivement vous les relayer. Bon, je pense que, je ne sais pas si Monia a une précision ou souhaite intervenir. Merci. Non, j'ai peut-être une question concernant justement les questions auxquelles vous n'avez pas eu le temps de répondre. Est-ce qu'on peut vous les transmettre pour certaines si elles sont peut-être un peu trop techniques? Je ne sais pas, qu'est-ce que tu veux? J'invite les personnes à m'envoyer un mail C'est ça, et très bien, oui. je leur répondrai directement si ça vous convient. Très bien. Ah, mais Tout non, à très fait. bien. C'est ce qu'on avait peut-être convenu, car quand les Oui. questions sont effectivement longues, nous avons pu il me semble, hein, les enregistrer du coup dans cet onglet. Donc, nous allons les récupérer et vous les transmettre. Formidable, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Bonne fin de journée. À très bientôt. N'hésitez pas à revenir vers nous pour les conseils et à revenir vers nos webinaires ou revoir les informations sur le site de BCI Info. Merci. Bonne journée, bonne fin de journée à tous. Bonne fin de journée. Au revoir. Au revoir.